Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous très bien, que vous passez une bonne journée, un bon début de semaine. Bienvenue dans En route pour Japan Expo, votre podcast émission Twitch préféré autour des salons Japan Expo. J'espère que vous allez vous porter au mieux. Je sais que aujourd'hui, plus que jamais, vous êtes très pressés parce que, vous le savez, la billetterie va s'ouvrir ce soir. Vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. Vous êtes très nombreux ce soir. Ça nous fait très plaisir de vous voir. On va passer une superbe émission ensemble. Avant ça, je vous rappelle, n'oubliez pas de follow la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne louper aucun des lives. Abonnez-vous aussi sur la chaîne YouTube pour retrouver les émissions précédentes en rediffusion. L'émission a lieu 2 fois par mois. En décembre, il y aura une petite exception, vous le savez, parce que messieurs que je vais vous présenter dans quelques secondes partent au Japon. En parlant de ces heureux chanceux qui partent au Japon dans quelques jours, Thomas et Jean-François sont à ma droite. Comment allez-vous, messieurs? Ça va? Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Ça va, vous allez bien? Vous avez passé une bonne semaine précédente et un bon début de semaine? Ouais, c'était pas mal. C'est sportif en ce moment, mais c'est bien. Tu parlais de voyage au Japon. Comme je disais à Jean-François, hier, j'ai reçu une notification de la compagnie aérienne qui disait vous devez vous enregistrer dans 13 jours. Et d'un coup, ça paraît hyper bientôt. C'est ça, dans 13 jours, tu pars au Japon. En fait, à chaque fois, on se met la pression. Ça vous fait toujours un truc là de partir au Japon après tant de fois? Ça fait quand même des années que vous y allez souvent. Non, c'est vraiment toujours aussi excitant. Et puis alors en plus, cette fois-ci, on a la chance de faire un petit détour par Osaka et Kyoto. Ouais, on va donc comme ça et on a alors travail là-bas. Voilà, c'est pas mal. Et puis, il ne faut pas oublier que la pandémie, pendant 2 ans, on n'a pas mis les pieds là-bas. Donc, bon, le Japon, c'est le Japon. C'est toujours kiffant d'y aller, quoi. Il faut le dire objectivement. Ça fait partie des côtés bien du taf. Je pense que c'est effectivement un privilège. On chôme pas là-bas. On est bien cramé. C'est pas des vacances. Fatigué. Mais par contre, bon, je vais pas me plaindre du cadre, quoi. Jamais. J'imagine bien. À ma gauche, nous avons l'invité de l'émission. Il s'agit de Louis-Baptiste Huchez, directeur de collection chez l'un de maisons d'édition que vous connaissez. Je cite par exemple Taifu Comics, Ototo, Olfelb et Nio Niba. Oui, pas de bêtises, si je le prononce bien. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup de m'avoir invité pour pouvoir discuter tous ensemble. Bonsoir à tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Mais tout le plaisir est pour nous. Ah oui, ça me fait plaisir. Plus Anima, quoi. Voilà, parce plus, que vous le voyez aussi ultime pour. On va en parler beaucoup ce soir, mais voilà, nous c'est vraiment un titre qu'on adore, donc on a sauté sur l'occasion. Ça faisait longtemps qu'on voulait avoir Louis-Baptiste parmi nous, donc on est très content qu'il ait dit oui et qu'il soit là. Avec grand plaisir, merci beaucoup en tout cas. Ça nous fait très plaisir de te voir, d'autant plus que tu parles de Plus Anima, il y a des connexions avec Japan Expo qui sont peut-être pas visibles, qui sont peut-être pas visibles. Voilà. On en parlera dans quelques minutes. Donc voilà, je vous rappelle, l'émission, elle va se passer d'une certaine façon. On commence avec les actus de la semaine. On va parler un petit peu de tout ce qui s'est passé ces derniers jours. On va parler évidemment de l'invité et des éditions qu'il représente, des maisons d'édition qu'il représente. On va parler de la billetterie parce qu'on sait que c'est le truc que vous attendez particulièrement ce soir. Les questions-réponses, vous pourrez poser toutes vos questions, que ce soit à Louis-Baptiste, mais aussi à Jean-François et Thomas. Et on terminera par les annonces. Et ça, vous avez l'habitude, on aura des belles annonces, notamment pour Japan Expo Marseille, qui aura lieu très bientôt. Donc voilà. Mais je voudrais pas spoiler, mais il y a quand même une annonce Paris aussi. Oui. Et une annonce Paris, c'est vrai. C'est vrai. Il a spoil. Non, c'est ce qui reste jusqu'à la fin de l'émission. Voilà, il y a plein de choses en fait dans cette émission. Et en plus, et ça je vous le révèle, on vous fait gagner des tomes de Plus Anima plus tard dans l'émission. Donc croyez-moi, c'est un très bon titre. Et on a hâte. C'est génial. On a hâte d'en parler et que vous le découvriez peut-être ou le redécouvrir dans certains cas. On commence tout de suite, si vous voulez bien, messieurs, avec les actualités de la semaine. On commence avec une des sorties à ne pas louper cette semaine précédente. C'était du côté de chez Netflix. Il s'agissait d'une adaptation d'un comics, non pas d'un manga. C'est un super comics. Un super comics. Scott Pilgrim, qui a eu droit aussi à une adaptation en film, live action, il y a quelques années maintenant de cela, qui est excellent d'ailleurs, que je vous recommande. La série est sortie, c'est Science Saru qui s'occupe de... Et a priori, ça suit bien le comics, donc ça... Alors pas vraiment du coup, parce que j'ai regardé moi les premiers épisodes, justement le premier épisode laisse penser que ce serait une adaptation un petit peu classique parce que du comics. Ça donnait l'impression. Et dès le deuxième épisode, ça part en cacahuète totale, et c'est plus du tout la même histoire. C'est plus du tout la même histoire. Ah bon.
Ouais. Parce que le début, ça fait vraiment canon. Moi aussi, je pensais. Quand j'ai lancé l'épisode 1, je me suis dit, oh, bah, c'est le comic, c'est trop bien, super beau. Ah, Épisode 2, alors du coup, je sais il se pas passe quelque si je vais chose. réussir à me lancer là-dedans. Et moi. toute la série. Aïe, 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 Euh, quelle déception. Non, c'est pas du tout c'est pas Non, mais forcément négatif. pour moi. Ah. Bah, après, si t'es fan du comics, pour le coup, c'était je pense que c'est vraiment une série pour les fans. C'est vraiment une série pour les fans, plein de références, c'est une autre vision plutôt du comics. C'est une autre façon de la raconter. Je vais pas trop spoiler, voilà. Parce que alors, moi, quand j'ai vu les tout débuts, là, je me suis dit. On pourrait croire. On est tous tombés dans le piège, je pense. On est nombreux à être tombés dans le piège. Tu as lu cette Gun? Moi, j'aime bien. Après, c'est vrai que quand on dit comics, souvent, on pense super-héros et que là, on est loin de ces clichés-là. Et c'est vrai qu'en ça, la série me tente bien. Mais pour le coup, tu vois, je pense qu'il faut avoir au moins lu le comics ou avoir vu le film pour pouvoir apprécier à pleine balle. J'ai pas assez lu de comics de Scott Pilgrim, alors peut-être. Probablement le film. En vrai, il est très bon aussi. Et au moins, tu pourras apprécier, je pense, la série à sa juste valeur parce que franchement, elle est excellente. C'est une excellente adaptation. Et toi, Louis-Baptiste, est-ce que tu es un peu dans Scott Pilgrim, de près, de loin? Oui, j'ai un petit peu lu le comics, pas en entier. Par contre, j'ai beaucoup aimé le film. Si je me trompe pas, d'ailleurs, je crois que c'est en partie la même équipe du film qui réalise la série animée. Donc, ils veulent apporter une vision et je crois que le film n'a pas eu le succès financier qu'ils espéraient. Et donc, ça avait un petit peu arrêté les projets, mais là, ils ont relancé les choses avec du coup cette version en série. Ouais, j'aime tellement le comics que du coup, je suis très mitigé dans ce que tu viens de me raconter. Je t'assure que si tu es vraiment fan, je pense que tu vas vraiment prendre ton pied. Parce que c'est une autre vision du truc. Tu vas pas revoir juste le comics qui bouge. Imagine que tu as suivi pendant plein de tomes une série de basket. Et tout d'un coup, on sort un film, mais on parle pas du même personnage, toi. Eh ben, je pense que tu le tiens pas mal. Je voulais pas trop aller trop loin, mais c'est à peu près ça. Mais voilà, imagine que tu as suivi tout le manga avec Sakuragi, tout d'un coup, on te parle de Miyagi. Bah, c'est pareil. Il est un peu dans ça. C'est le même match. C'est vrai. Ouais, mais c'est la même personnages, c'est la même histoire. Voilà, oui, mais là, il a dit que l'histoire avait rien à voir. Alors du coup, je mitige. Il faut changer aussi les règles. Mais du coup, je suis obligé de regarder jusqu'au bout et de dépasser le premier épisode où je m'étais dit, tiens, c'est cool. C'est seulement 8 épisodes de 20-30 minutes. Franchement, ça se fait un petit Je viens d'arrêter mon Dans l'avion au Japon, tu télécharges des épisodes et tu regarderas ça et tu nous feras un retour dans une prochaine émission. Mais voilà, en tout cas, Scott Pilgrim, on vous recommande forcément. Tout est sorti vendredi dernier. Et encore une fois, en ce moment, il y a de plus en plus d'adaptations de shows américains en animé. Et on a aussi appris du coup cette semaine la sortie de Terminator en animation. Alors, pas de date pour le moment. On sait que c'est chez Netflix. Voilà, avec le visuel le moins convaincant peut-être du monde. Voilà. Et ça donne envie. Là, tout de suite, on se dit, on va découvrir la série. C'est ça, c'est Production IG qui s'occupera du coup de la série. Terminator, vous êtes comment? On voit un petit peu, vous avez peut-être quand même suivi, je pense. Très mythique série de films. C'est-à-dire que nous, c'est notre jeunesse. Voilà, on les a vus au cinéma, tout ça. Là, tu vois. Évidemment. Mais est-ce que ce genre de projet, ça vous, en tant que fan d'animation aussi, Japanimation, est-ce que voir des adaptations de films, de comics, c'est pile poil ce qu'on défend depuis tout le temps en fait. Donc en fait, on aime tous la même pop culture. Elle vient du Japon, elle vient des États-Unis, elle vient d'Europe. C'est pas très très important. L'important c'est que les IP, c'est pas très joli. Les contenus soient beaux, quoi, bien faits, avec des bons acteurs quand c'est des prises de vue réelles, avec des bons dessinateurs quand c'est des animés ou des mangas, des belles histoires, des trucs dans lesquels tu as envie de te plonger et qui te font travailler l'imagination, quoi. Après le reste, c'est vrai que le manga a répondu à beaucoup de choses très très vite et très très fort, mais ça n'a pas empêché. Enfin, Jean-François l'a suffisamment dit. Lui, il vient du monde de la BD, du comics. Moi, j'ai lu de la BD bien avant de découvrir le manga. Je sais pas pour vous, mais enfin, nous, ça n'existait pas. En fait, nous, on a eu une vie avant. Quand on est né, ça n'existait pas le manga. Donc, on s'est plongé dans d'autres choses. Non, mais ça n'existait pas dans notre quotidien. Bien sûr. Parce qu'il y en avait. Hein, si tu cherches vraiment, tu vas trouver. On avait des animés quand même. Aujourd'hui, ils en ont plus à la télé. On s'est pris les animés dans la tête. Et c'est là qu'on a basculé dedans. Mais en soi, la pop culture, c'est la pop culture, quoi. C'est ça. Exactement. Alors après, moi, j'aime bien les films, je suis bon client, quel que soit. Je sais qu'il y en a certains dans les récents qui plaisent moins que d'autres. Moi, généralement, je passe un bon moment. Je cherche plutôt à me divertir quand je regarde Terminator.
Je sais pas, parce qu'en animé, ils n'ont pas toujours eu des très très bonnes idées quand ils ont fait les adaptations. Moi, les adaptations de Matrix en animé, ça m'a pas tout le temps emballé. Donc sur Terminator, je suis curieux de voir, parce qu'on peut faire du très très bon. Et comme on peut faire un truc qui est complètement à côté de la plaque. Donc, Et puis là, on a tellement peu de matière que c'est difficile de se projeter. On se base Mais si sur c'est rien. bien, ce sera bien. Voilà, quel que soit d'où ça vienne. Et c'est super cool en même temps qu'ils créent des ponts comme ça entre les univers comics, les univers de gros films hollywoodiens, et de se dire que ça va exister en animé. Si tu prends Marvel, moi j'étais effectivement fan des comics. Derrière les films, j'ai bien aimé. La série What If, qui est une série animée, je le trouve très bien aussi. Donc si Terminator est dans cette lignée-là, ça sera bien. Il y a aussi, chez Marvel, il y a aussi certaines adaptations de certains comics qui en déjà pas animation, vraiment de studio. Iron Man, Wolverine. Et Wolverine au Japon. Gabon. J'ai l'impression qu'on a aussi passé on a dépassé en fait un mur où il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, une vingtaine d'années, quand les États-Unis devaient adapter un manga ou quand le Japon devait adapter un comics, etc., c'était souvent un travail de commande. Et on avait un peu moins peut-être de passion ou de talent qui était sur le projet. Là, depuis quelques années, on a vraiment des auteurs qui ont une vision, qui veulent apporter à une licence, à une série, apporter leur propre expérience, leur propre style graphique, etc. Et ça apporte quelque chose. Et ça, c'est toujours intéressant quand un auteur va venir s'approprier une œuvre, encore plus quand c'est une œuvre qui vient d'un autre pays. Donc à voir ce qui va être fait là sur Terminator, quel va être le choix graphique, le parti pris qui va être choisi. Mais ça, je pense qu'aujourd'hui, on peut être plus serein sur ce qui va être fait maintenant que si ça avait été annoncé il y a 20 ans. Et voilà, on se souvient des commandes de dessins manga à des auteurs de BD franco-belges. Oui, ça marche pas toujours, effectivement, tu as raison. Mais ce décloisonnement est fascinant. C'est hyper intéressant. On vit une super époque pour ça. Tout à fait. Mais après, si tu regardes, par exemple, il y avait une fascination de Moebius pour le Japon. Il y a toujours eu des ponts, des ponts évidents. C'est vrai que maintenant, ça se généralise et ça va être... C'est ça. Récemment, on a eu Star Wars Vision. Alors, il y a eu plusieurs studios, dont des Japonais qui ont travaillé sur certains épisodes. Star Wars, généralement, c'est très apprécié aussi au Japon et ça a marqué pas mal de mangaka, d'animateurs et compagnie. Il y a une série qui hype beaucoup de gens actuellement, c'est Le Seigneur des Anneaux. Qui sera produit au Japon. C'est produit par Adult Swim et c'est réalisé par un studio japonais. Donc il y a plein de ponts qui se font. Kenji Kamiyama, effectivement, Ghost in the Shell. Donc ça risque d'être très qualitatif. Je sais qu'il y a un très gros staff derrière qui n'est pas qui travaille dessus. Dans une belle illustration de Seigneur des Anneaux, quand quelqu'un prend le sujet parce qu'il est passionné et qu'il le transforme des livres en film et que ça marche bien. C'est ça. Donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas non plus en animé. Franchement, il y a de quoi faire. Encore une fois, Japan Expo, c'est évidemment le Japon et la culture japonaise, mais pas que, notamment avec le côté amazing qui a vu le jour maintenant, il y a quelques éditions maintenant, et que vous mettez de plus en plus en avant. On sent que il y a une volonté aussi de votre part de partager la pop culture dans son ensemble, dans sa globalité, qui viennent de Corée, des États-Unis. Pendant quelques temps, on avait Cultima, qui est devenu Comic-Con. Puis on s'est séparé de Comic-Con pour se consacrer à Japan Expo. Et puis on a réouvert au reste du monde pour pas se focaliser que sur le Japon, parce qu'on a toujours aimé de tout. Là, tu parlais de Scott Pilgrim. Moi, dernièrement, j'ai regardé la saison 2 de Invincible, par exemple, qui vient de commencer sur Prime. Là. C'est super aussi. Et donc, mais c'est ce décloisonnement dont tu parlais qui est intéressant. Et c'est ce qui nous plaisait, nous, au début, c'est qu'effectivement, on a commencé dans un monde de la BD euro qui était quand même très refermé sur lui-même et qui n'aimait pas les comics, qui n'aimait pas les mangas. On allait à un truc qui s'appelait BD Expo. Qui était bien parce qu'ils avaient accueilli, c'était dans les premiers à accueillir un peu ouvertement du manga, mais ils nous avaient quand même construit un mur. Il y a plein d'anecdotes à nous raconter sur c'est ça, mais donc, du coup, voilà, il faut être ouvert à tout. C'est-à-dire que des fois, ça m'attriste un peu de voir certaines personnes quand on annonce, ils font mais c'est pas assez japonais, ou qu'est-ce que ça fait à Japan Expo. En fait, l'idée, c'est vraiment de passer un bon moment pour célébrer la pop culture. On est clairement très focalisé sur tout ce qui vient du Japon, mais il faut pas être trop sectaire, faut être ouvert à... Faut pas exclure le reste pour autant, quoi. Il y a tellement de références dans le manga ou l'animation japonaise à des choses qui viennent d'ailleurs, ne serait-ce que Tezuka, il a été extrêmement influencé par
tout ce qu'a fait Disney. Donc après, Disney a été influencé aussi. Bien sûr. Voilà. Mais tout le monde se mélange. Donc il faut accepter ce mélange, toutes ces références internationales, interculturelles. La différence, c'est du temps de Comic-Con, il y a des gens qui nous disaient pourquoi vous mettez Comic-Con dans Japan Expo, alors qu'aujourd'hui, Amazing, c'est accepté. D'un autre côté, quand on a fait Comic-Con, on nous a même dit mais pourquoi vous invitez les acteurs des frères Scott? Parce que c'est une série télé américaine. Oui, mais c'est pas Comic-Con. Donc c'est pareil, il faut vraiment. C'est un peu compliqué. Mais on en fera une émission. C'est ça. Tu as raison. On en fera une émission complète. Dépasser les limites. Voilà. Abolir les frontières. Et ne pas construire de mur avec le Mexique. Ah non, c'est pas ça. C'est pas la bonne émission, excusez-moi. La glissade. Mais non, voilà. Il y a quelques semaines de cela maintenant, on parlait d'une fameuse adaptation en live action de Yu Yu Hakusho, le manga de Yoshiro Togashi, qui a fait parler de lui aussi aujourd'hui pour d'autres sujets. La série live action se dévoile enfin avec un trailer, des vraies premières images autres que les posters qu'on avait vus il y a quelques mois maintenant. Ça marche mieux que les posters. C'est un petit peu mieux que les posters, effectivement. Il sort le 14 décembre chez Filmfix. C'est pas la bonne série, c'est une autre série. C'est Filmfix aussi. Presque. Ça a l'air tout aussi bien, mais c'est pas la même chose. Yu Yu Hakusho, les premières images, qu'est-ce qu'on en a pensé un petit peu chez Japan Expo? Moi, je suis plutôt rassuré. J'étais mitigé sur la dernière émission où on en avait parlé. Là, ce que j'ai vu m'a pas déplu. Alors après, ça va pas être non plus la meilleure adaptation de Yu Yu Hakusho au monde, évidemment, mais j'avais un peu peur. Et franchement, là, je pense que on peut passer un bon moment dessus. Il faut attendre d'en voir un peu plus parce que s'ils nous ont mis les 5 minutes qui sont bien et après, il ne se passe plus rien, on verra, quoi. Mais... Et toi, tu as vu? J'ai vu le trailer, ouais, je l'ai vu passer. Bon, c'était à peu près ce à quoi je m'attendais. Moi, ce que je me demande toujours, c'est qui est-ce qu'on vise avec ce film, ce trailer? Est-ce que ce sont les fans hardcore ou est-ce que les producteurs veulent toucher un nouveau public? Et j'ai un peu eu l'impression que c'était un entre-deux, qu'il y avait des choses pour faire plaisir aux fans, mais qu'en même temps, ils voulaient que la série soit facilement vue par tout le monde, quoi. One Piece a recruté plein de gens, par exemple. Donc, effectivement, ça a très bien marché. Et voilà. Là, Kurama, il est pas ouf et quand il bouge, ça va mieux. Et puis pour moi, ça c'est un peu l'héritage du drama à la japonaise, parce que bon là, on a toutes ces séries qui sont très shonen, très connues, mais dans les années 2000, le drama de Anna Yoridango, c'était un truc de dingue en termes de phénomène de société au Japon. Et après, il y a eu une version coréenne, etc., qui a eu beaucoup de succès également. Et pour moi, c'est un peu la suite de ça. Alors, il touchait clairement pas le public lecteur de Anna Yoridango quand il faisait ça. Donc là, est-ce qu'ils essayent d'élargir? Je pense aussi. Est-ce qu'ils essayent de faire plaisir à certaines catégories de fans au Japon? Certainement. Est-ce que ça va être suffisamment bien ficelé pour que ça plaise à l'international? Je sais pas. Mais si ça permet de faire découvrir Togashi et Yu Yu Hakusho... ne serait-ce que les gens en parlent, je veux dire... Tu disais, il y a des news, parfois ce genre de news arrive sur des sites comme Allociné, où il y a quelques années de ça, on n'imaginait pas qu'il parlait de manga, quoi. À part Miyazaki, il parlait de rien, quoi. Ah, c'est clair. Ça reste quand même une bonne nouvelle. On va voir évidemment ce qu'il en est d'ici le 14 décembre. Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil pour voir si ça vaut le détour. On parle d'adaptation live action, et cette semaine, enfin c'est la semaine précédente, on a eu une grosse surprise, une grosse bombe dans la sphère un petit peu jeux vidéo. Parce que Shigeru Miyamoto, le papa de Mario, Donkey Kong, évidemment, de The Legend of Zelda, a annoncé qu'un film autour de la licence du coup Zelda est en préparation. Et là, voilà, coup de tonnerre, ça a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Zelda, c'est évidemment une licence très très appréciée du grand public. Ouais. Thomas, je sais que tu es très fan de Zelda. À première vue, qu'est-ce que tu en penses là? Est-ce que c'est une bonne chose? Ouais. Du Zelda, toujours du Zelda, plus de Zelda. Mario a bien marché, donc c'était pas. Mais Mario, c'était de l'animation, quoi. C'est surprenant le live action, quand même. C'est vrai que c'était. Ouais, mais du coup, je me dis, moi, ils se sont dit, tiens, on va aller encore un cran plus loin. Après, c'est vrai que maintenant, on est capable de faire ça. Il y a quelques années, on n'aurait pas été capable de faire ce genre de film. Ouf. Enfin, je vois pas Nintendo s'être lancé là-dedans. Sur cette licence, enfin, c'est comme pour Mario, quoi. Ça fait partie des licences avec piliers chez eux. Avec Miyamoto, je pense que les équipes autour, ça va pas être simple pour eux. Mais je vois pas un truc pas bien, quoi. Voilà, c'est
peut-être une confiance aveugle mal placée, mais je vois pas un truc pas bien. Là, le Zelda, il était ouf en jeu. Les mecs, ils arrivent à recycler une carte et pourtant, tu te refais une aventure qui n'a rien à voir. Enfin, c'est juste incroyable, quoi. Donc, moi, c'est clairement le top de ce qui se fait. On a quand même quelques noms au niveau du staff. C'est produit par les studios Arad Productions, qui ont fait notamment Spider-Verse et le film Uncharted. Et c'est Wes Ball qui sera à la réalisation. Il a fait notamment La planète des singes et Le labyrinthe. Donc voilà, il y aura l'implication de Shigeru Miyamoto. Donc voilà, toi un petit peu Louis-Baptiste, t'es un petit peu un aficionado de Zelda, pas trop ou Pas vraiment, c'est ma licence de jeux vidéo préférée. Quand même. Non, je suis comme Thomas, je suis plutôt serein sur ce qu'ils vont faire, surtout avec Nintendo derrière. Je pense qu'ils sont suffisamment exigeants sur ce qu'ils veulent sur leur licence pour pouvoir s'assurer de faire une petite bombe. Après, pour le choix d'un live action, contrairement à Mario, Zelda a changé un petit peu son style graphique à chaque itération, notamment quand ils sont passés à la 3D. À chaque fois, on est passé du réaliste au cel shading, etc. Donc, c'est pas étonnant qu'ils ont choisi de faire du live action dans un univers de jeux vidéo qui est déjà habitué à changer d'apparence. La question, c'est est-ce qu'ils vont faire parler Link ? C'est ce que j'allais dire. Link, ça c'est chaud. Ne parle pas dans aucun jeu. Est-ce que dans celui-ci il va parler? J'imagine que oui. Mais comment ça va rendre? Ça va être bizarre. Mais comment ça va rendre en Il y a en des film films avec des héros qui ne disent jamais rien. Hein, c'est vrai. Ouais, mais là, techniquement, en fait, ils parlent, c'est juste qu'ils mettent rien pour que ce soit toi qui te projette dans le personnage. Et dans le film, ça va être plus chaud d'avoir un mec qui hausse des épaules. Et qui... Surtout l'acteur aussi, qui va interpréter Link, c'est quand même un personnage emblématique. Ouais. Donc on verra bien. Franchement, confiant. Timothy Chalamet, tu vois. Il s'appelle l'autre aussi, Tom Holland. Ah non. Et Link a déjà parlé dans l'adaptation dessin animé. C'est vrai. C'était pas une très grande réussite, je crois. Non, ça. Non, mais ne parlons pas du plus. Reproche-t-on dans le futur. Ça va être bien. Non, ça, c'est pas possible. Il fait la voix de Mario en anglais, dans le film Mario. Donc, ouais, ça serait plutôt drôle, mais je pense pas. Je ne pense pas. Bon, on verra bien. On croise les doigts pour que ce soit au niveau de ce que la licence représente pour les fans. On a vu brièvement passer tout à l'heure Pokémon Concierge qui sort sur Netflix. On a vu passer Pokémon Concierge. Ah, merci. Et ça sort du coup le 28 décembre, donc très bientôt. On a eu un superbe trailer qui s'est profilé et une superbe affiche que vous voyez actuellement à l'écran. Pokémon, évidemment, c'est la licence la plus lucrative de l'histoire au monde. Et on se permet quand même de faire des petits projets un petit peu dans ce style-là. C'est quoi? C'est de la stop motion, un peu pâte à modeler, quoi, un peu. Et ça va être une belle curiosité. Ça rend super bien. Bah, je trouve que c'est super adapté. Et ça va super bien pour les Pokémon. En fait. Ouais. Bah, quand tu vois, voilà ces gros mythes. C'est ça. Ah, moi, j'ai une fille, elle a 8 ans, je sais qu'elle va être folle. C'est sûr, c'est le studio Dwarf qui s'occupe du coup de la série. Et franchement, eh ben, c'est plutôt hypant, je pense, pour les fans de Pokémon, mais aussi peut-être pour le grand public, les peu de gens encore qui ne connaissent pas Pokémon, mais je pense que ça se compte sur les doigts de 0 mains, en fait. C'est impossible. C'est littéralement impossible. Pokémon. Je pense que c'est... On devrait faire un micro-trottoir un jour, ça. Et trouver quelqu'un. Nous aussi dans le Lot. Ah, jouable. Encore que... Ça ressemble à des moutons, ça passe. Bon, dites-nous dans le chat si vous êtes plutôt hypé par ce genre de série. Et on conclut les actus avec un invité, je sais que vous portez dans votre cœur, de Japan Expo, que vous portez dans votre cœur, qui vient en France, pas forcément dans le cadre de Japan Expo, donc c'est aussi l'occasion. Ah, ou alors il y a un Japan et on nous a pas prévenu parce que peut-être. Il s'agit de Yojiki, qui est là le 7 décembre et qui va donner à l'UGC Normandie une avant-première de son film autobiographique Under the Sky, et il va en profiter pour jouer et pour répondre à un Q&A. Voilà, donc pour ceux qui aiment Yoshiki, c'est un bon moment à passer. Le film est assez touchant, c'est très chouette. Donc, ce sera le 7 décembre. Allez voir. Voilà, n'hésitez pas à voir ça. On vous redonnera plus d'informations sur le site, sur les réseaux sociaux. Et a priori, on fera gagner plein de places. Pas ce soir, mais on fera gagner plein de places pour ceux qui veulent. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à aller checker sur les réseaux sociaux de Japan Expo. Et les news Japan, c'est officiel ou pas encore?
l'instant. Non. Allô, tonton. Mais pourquoi tu tousses? Allez, on vous rappelle que dans quelques minutes, la billetterie pour Japan Expo Paris ouvrira ses portes sur le site. Donc voilà, restez bien pour le reveal, l'annonce, le reveal de la billetterie. On a mis des portes sur le site. On ouvre les portes comme ça, littéralement, et tu prends ton billet et tu repars. C'est à l'ancienne maintenant. Alors, évidemment, c'est sur le site que ça se passera. Donc voilà, on vous donnera les liens quand ce sera ouvert d'ici quelques minutes. Quelles sont les probabilités que le site crash? Faible. Faible. Il y a vraiment des moments de pression assez importants sur la billetterie, genre à l'approche du festival ou à la mise en vente des billets zen. Mais ce soir, il n'y a pas la mise en vente des billets zen. Les billets zen, ça sera pour le mois de janvier. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait un petit peu de monde parce que ce soir, c'est quand même des billets à moins 40%. Donc, il faut en profiter. Si vous êtes sûr de venir, c'est l'occasion. Moins 40%, ça se prend. Ils sont en quantité limitée, donc voilà. Mais je pense pas qu'il y ait trop de problèmes. Les serveurs, maintenant, ils sont quand même sacrément costauds. S'ils crachent ce soir, je prendrai la responsabilité, mais ça voudrait dire que vous êtes très nombreux. Non, mais ils cracheront pas ce soir. J'y crois pas. Cette question. Ils cracheront pas ce soir. Il y a plein de trucs technologiques, machin, de miroirs, de rebonds, je sais pas quoi. Ça c'est fait pour. Voilà, c'est étudié pour, comme on dit. Donc non, ça ne crachera pas. On l'espère et on en reparle dans quelques minutes. Avant cela, Louis-Baptiste, on va parler de toi et de ton travail. C'est l'invité de la semaine. C'est parti, jingle. Louis-Baptiste, directeur de collection de chez Taifu Comics, Ototo, Olfelb et Nyoniba. Ça en fait du monde, j'ai envie de dire. Bonsoir, rebonsoir et re-bienvenue. Et on espère que pour l'instant ça se passe bien pour toi et que tu passes un bon moment en notre compagnie. Est-ce que d'abord, peut-être dans un premier temps, tu peux te présenter aux gens qui ne te connaîtraient pas encore? Oui. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui ne me connaissent pas parce que c'est quand même un métier de l'ombre finalement, directeur de collection. Donc moi je suis Louis-Baptiste Huchez. Comme tu m'as présenté, je travaille pour la société Euphor qui possède du coup différentes maisons d'édition qui sont chacune spécialisées dans des domaines bien précis. Surtout du manga, on fait un petit peu autre chose que du manga, mais principalement à plus de 90%, c'est autour du manga. Et pour ma part, j'ai rejoint l'entreprise en 2014, donc ça fait quelques années maintenant, mais c'est vrai que ça fait un bon moment que je baigne dedans parce que le directeur général est Yves Huchez, qui est mon père. Donc ça fait finalement depuis que je suis tout petit que je baigne dans le manga, la Japan Animation, etc. Et c'est vrai que je me dirigeais pas forcément vers là au début. Moi, j'adore la création, l'image, etc. Et donc je voulais travailler peut-être dans le cinéma, etc., la création. Et c'est vrai que j'ai été appelé à un moment à la rescousse pour soutenir la société familiale. Et c'était avec grand plaisir que je suis venu aider à ce moment-là et je me suis développé ensuite dedans. Je pense que ça faisait vraiment partie de ta vie de tous les jours quand même, parce que plus jeune, alors parce que nous on a connu du coup les débuts vraiment, puisqu'avec ton papa, on a eu la chance de trouver quelqu'un qui nous a fait confiance et qui nous a dit vous voulez faire du manga, allons-y. Et effectivement, on a lancé avec lui la branche manga parce qu'il faisait déjà du DVD et du CD quand on a commencé à travailler avec lui, mais pas encore du manga. Aujourd'hui, il fait plus que du manga, c'est ça. Et c'est vrai que Louis-Baptiste, on a une différence d'âge, on l'a connu comme ça et qu'il était partout. Donc il avait déjà une intraveineuse familiale qui était assez forte, parce que tu étais même à nous donner des coups de main sur les stands parfois. Donc, oui, totalement. Voilà, totalement. Il est vraiment imprégné là-dedans. Et je ne sais pas d'ailleurs si tu as eu l'occasion de savoir pourquoi ça s'appelle Euphor au final. Il y a deux raisons en fait. Euphor, pour moi, c'est la planète natale
d'Actarus. Tout à fait. Ça, c'est une raison. Goldorak. C'est la raison que je connais. Je connais pas la deuxième raison, je crois. Alors, en fait, il y avait un double clin d'œil, puisque quand on a créé Euphor avec ton papa et ta maman d'ailleurs aussi, puisque voilà, c'était la grande époque des L5. Voilà, et nous, on était 4. Donc, c'était E4, E4. Et en même temps Euphor, parce que je savais pas si la planète de Actarus, ça allait passer. Donc, j'avais trouvé plusieurs... Les L5, c'était un girls band de trucs français. On était en pleine période pop-star, voilà. Donc on était les E4, ça nous faisait marrer. et voilà, mais Euphor, la planète d'Actarus, évidemment. C'est de là que tout vient. Tout vient. Exactement. Voilà. Et puis à la base, Taifu Comics n'était pas Taifu Comics, c'était Punch Comics. Ouais, pendant presque un an. Ouais, et puis après, on nous a percé le cœur d'un email. En fait, au Japon, un des premier magazine de publication de manga s'appelle le Japan Punch. C'est vraiment un titre emblématique. Et donc, si vous le cherchez sur Internet, vous trouvez encore des couvertures. On avait repris le Punch de Japan Punch et Comics parce qu'effectivement, à l'époque, tu avais Panini Comics, machin, etc. Donc, on avait fait Punch Comics dans cette idée-là. Malheureusement, il y a une autre maison d'édition en France, mais qui ne fait pas du tout du manga, qui s'appelle Punch, je ne sais plus quoi d'ailleurs. Punch, je crois que c'est des Ponches, hein, pas Punch. Ouais. Les éditions Ponche, un truc comme ça. Qui éditait quand même des livres sur les ports à Boulogne-sur-Mer, enfin sur la pêche en mer à Boulogne-sur-Mer, enfin un truc mais ultra précis. Et malgré tout, dans les circuits de distribution de livres, il y avait 2 Punch dans les référencements Fnac, et des fois on recevait les mauvais livres et eux ils devaient recevoir pas mal des nôtres. Et donc on a changé à ce moment-là pour devenir mais c'était un Taifu Comics. Oui. Même si Taifu est très très joli comme nom, c'était un crève-cœur parce que d'avoir cette référence au journal de prépublication japonais, c'était super cool, quoi. Ça nous ancrait dans l'histoire du manga et tout. Le Taifu, c'était fou. On apporte tout sur notre passage. Effectivement. En tout cas, il y a une belle connexion qu'on ne connaîtrait pas peut-être de base si on ne suivait pas en route pour le Japan Expo. Et ça fait plaisir de voir que en dehors du Japan Expo, vous avez fait des choses. Et ça, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas forcément. Surtout, et on va en parler ce soir. Tu vois. Quand nos chemins se sont séparés avec ton papa, c'était pas forcément gagné ni pour l'un ni pour l'autre de continuer dans nos activités respectives. Mais finalement, ça fait plaisir de voir que quasiment 17 ans après, parce que quand on a créé Safe Haven, c'était en 2007, donc c'est bientôt 17. On est toujours là, vous êtes toujours à l'entrée du festival, on peut pas rater le stand Ototo Taifu au Felb, ni haut ni bas. Ça y est, moi aussi j'ai réussi à tout caser. Moi je te préviens, je me souviendrai pas de tout. Mais et ce qui est marrant, c'est que Euphor fait partie de l'histoire de Japan Expo aussi, puisque ça a été la première étape de la professionnalisation de Japan Expo, quand on est passé du stade associatif au stade d'entreprise. Oui, on a beaucoup appris avec ton papa, parce que la gestion d'entreprise, c'est lui qui faisait, nous on ne connaissait pas. Voilà. Et il a apporté le petit plus dans l'entreprise, financier, qui a permis aussi de passer le cap et de louer à l'époque. Aline est toujours là. Aline n'est plus là. Elle a pris sa retraite il y a quelques années maintenant. Là, c'était la comptable, mais elle a passé son temps encore à prendre dans les justificatifs. Mais sa boîte mail existe toujours. Et de temps en temps, je reçois une. J'espère qu'elle va bien. Mais elle va très bien, oui. Voilà, mais derrière, ça a quand même amené des choses, parce que le light novel, c'est ton idée? Alors, si on reprend un petit peu au début de Taifu Comics, Taifu Comics est arrivé à un moment où les gros éditeurs étaient déjà bien installés sur le marché, et il fallait trouver un petit peu quoi faire de notre côté pour pouvoir se différencier. Et c'est à ce moment-là que Taifu Comics a commencé à s'intéresser à des mangas de niche, le Boys Love, le Yuri, le ecchi, le hentai, pour pouvoir proposer sur le marché des titres qui n'étaient pas vraiment disponibles à ce moment-là. Depuis, ça s'est bien développé, mais Taifu Comics reste un des précurseurs sur ce domaine-là. Au début des années 2010, on était maintenant bien connu en tant qu'éditeur de Boys Love principalement, et ça commençait à devenir difficile de pouvoir communiquer auprès du grand public
des personnes intéressées par des titres un peu plus grand public, shonen, action-aventure, romance, etc. C'est là où on a décidé de créer une nouvelle maison qui a été Ototo pour nous permettre de publier des titres plus coup de cœur, on va dire, et qui pouvaient intéresser vraiment un public plus large sur le marché. Donc Ototo s'est développé à partir de là, et un des premiers titres qui a été publié par Ototo en 2012, ça a été le manga Spice and Wolf. Oui. Spice and Wolf, du coup, qui est tiré d'un light novel. Oui. C'est un excellent light novel, un excellent manga, très très bien dessiné d'ailleurs, qui très prochainement d'ailleurs va avoir une nouvelle adaptation animée. Ah bon Ouais. Un remake qui arrive probablement l'année prochaine. On n'a pas encore de date, mais on surveille ça de près. Et du coup, c'est un peu à ce moment-là qu'on a appris l'existence des light novels, qui était un genre qui existait depuis un moment au Japon, mais à ce moment-là, c'était très peu répandu hors Japon. Et on a toujours été une société, une maison d'édition qui font beaucoup de salons, Japan Expo et plein d'autres. Et c'est des moments où on peut parler avec les lecteurs et le public. Et c'est vrai que durant ces salons, on a beaucoup de personnes fans de Spice and Wolf qui venaient nous voir et qui nous disaient « Mais nous, on voudrait le light novel, on voudrait l'histoire originale parce que le manga n'est qu'une adaptation du light novel. » Pour rappel, light novel, c'est des romans japonais illustrés par un illustrateur plutôt dans un style manga, avec des illustrations qui viennent parsemer le récit toutes les 50, 100 pages. Il y en a une dizaine, quinzaine par tome. Et qui sont la source de beaucoup de mangas animés maintenant, comme Sword Art Online, Overlord, etc. Et donc nous, quand on a vu ça, on s'est dit pourquoi pas tenter l'aventure, voir un petit peu ce qui peut se faire autour des light novels. Mais encore une fois, une question de public, une question de cible. Nous, on était distribués à l'époque par un distributeur qui s'appelle Macassar, on est toujours distribué par eux, qui ne pouvait pas distribuer des romans en librairie, qui ne savait que distribuer des comics et des mangas. Et c'est pour ça que Offelb est une entité totalement séparée finalement des autres maisons d'édition, qui a son propre distributeur, Interforum, donc c'est vraiment à part, qu'on a ouvert pour pouvoir explorer un petit peu ce genre différent qui n'était pas encore arrivé sur le marché français. Et donc un des premiers titres à sortir, ça a été Spice and Wolf, qui a été un joli succès. Une très bonne série. Donc. Moi, j'ai une question de super néophyte débutant nul en light novel. Pourquoi, parce que novel, c'est roman, hein, pourquoi light ? Ils sont plus légers que les autres ? Ils sont plus courts. C'est ça. Au Japon, la durée, c'est le nombre de pages. Ils sont en petit format, ils sont encore plus petits qu'un livre poche. C'est environ un 3/4 poche, donc c'est vraiment petit. C'est comme un bunko, non ? Ouais, c'est un peu ce format-là. Et en nombre de pages, par contre, ça peut varier entre 200 et 500 pages. Donc, c'est pas forcément le nombre de pages, c'est plus la taille physique. C'est la taille physique du livre qui fait le light du novel. Et c'est vrai que nous, on a une particularité, on a une collection qui s'appelle Big Helen, parce que c'est pas très light, on va dire. C'est une collection qui regroupe 2 tomes en un. C'est le cas, par exemple, pour Spice and Wolf ou pour Overlord. Pourquoi ? Parce que souvent, ce sont des séries qui peuvent être très longues, 15, 20 volumes, 30 volumes. Et dans ce cas-là, c'est compliqué pour un marché français où, surtout à l'époque, le light novel, ça n'existait pas du tout. Et surtout, les lecteurs de romans étaient habitués à des trilogies, à 3 volumes, à Harry Potter en 7 max. Si on arrivait avec un roman qui avait 30 volumes, c'était ça pouvait faire peur. Très compliqué pour pouvoir le vendre. Ça faisait peur aux libraires, ça faisait peur aux lecteurs, etc. Et donc, on a proposé une collection qui regroupait 2 tomes en un, finalement, qui nous permettait de réduire un petit peu le nombre de volumes au final. Mais dis donc, il y a des choses, franchement, qu'on peut retrouver. Est-ce qu'on peut peut-être expliquer les différences, du coup, il y a quoi chez Ototo, il y a quoi chez Taifu Comics, il y a quoi chez Niba, pour bien comprendre, peut-être, pour les gens, c'est quoi, voilà, qu'est-ce qu'on peut trouver, où, comment ? Alors, Taifu Comics, c'est donc la première maison édition. C'est elle qui va s'intéresser au marché de niche. Donc, on va publier principalement du boys love. Donc, c'est des histoires d'amour entre garçons. C'est 80-90% de notre collection.
sur Taifu Comics. À côté de ça, on a une petite partie Yuri, où c'est le pendant du Boys Love, mais entre filles. Là, on en a un qui sort ce mois-ci, qui s'appelle Mizuno et Shayama, qui est un diptyque en 2 tomes, qui est très très joli, qui est une sorte de Roméo et Juliette des temps modernes. Et le marché du Yuri est un peu plus petit, même beaucoup plus petit que le Boys Love. C'est pour ça qu'on a environ, on va dire, 40-50 nouveautés Boys Love par an, là où on va avoir une petite dizaine de nouveautés Yuri à l'année. Mais c'est une niche qui ne fait que grandir, et donc on aimerait la développer de plus en plus. Donc c'est quelque chose sur lequel on va travailler, notamment en 2024, on va avoir des nouveautés en Yuri. Côté Ototo, du coup, on part sur du shonen, seinen, shoujo, que tout le monde connaît un peu plus, on va dire. On a travaillé beaucoup de séries qui viennent de light novel, comme on a dit. Donc, on a édité Overlord, Sword Art Online, Re:Zero, Spice and Wolf. Ce sont des séries qui sont très populaires maintenant, qui ont eu des adaptations animées et qui nous permettaient de faire des ponts entre le light novel qu'on édite, le manga, l'animé, etc. Ça devient vraiment des licences multimédia et qui sont disponibles en jeux vidéo partout. Sword Art, c'était un sacré coup. Hein. Sword Art Online, ouais, qui était une grosse licence. Le fait de pouvoir faire et le light novel et le manga nous a permis de pouvoir la proposer. Sinon, Sword Art Online allait potentiellement être pris par une maison édition plus importante que nous. Donc, il y a eu beaucoup de discussions à ce moment-là pour savoir comment ça allait se passer. On ne fait pas que de l'adaptation de light novel. On a plein de titres différents, mais qui restent dans un genre, on va dire, fantasy, aventure, voilà, un peu de romance, ce genre de choses. On reparlera de l'histoire pour plus anima, parce que voilà, un peu de fantaisie. On va en parler dans quelques secondes. Et donc Ophelb, spécialisé dans le light novel. Comme on a dit, 2 collections, la collection Big Helen qui regroupe 2 tomes en 1 et la collection Helen classique où là, ce sont des titres qui s'adressent un peu plus aux fans de manga, et donc c'est un tome de light novel est égal à un tome de light novel japonais. Il n'y a pas de double tome. Et la collection Nihoniba, par contre, c'est moins de 18, donc c'est une collection pour les adultes, voilà, pour rechercher ce genre de choses. Et c'est pas que pour les moins de 18. C'est surtout, oui, c'est pour les plus 18. Effectivement. Tu as parlé de fantasy, et ça va être un des sujets de ce soir. C'est Plus Anima de Natsumi Mukai, qui est réédité chez les éditions Ototo. Le premier tome est déjà disponible, il est sorti le 17 novembre dernier, donc vendredi dernier à l'heure où on parle actuellement. Le tome 2 arrive très vite, là, en décembre. Ouais, il arrive le 8 décembre. Le 8 décembre, donc le premier tome est déjà là, et on va vous faire gagner les 2 premiers dans quelques minutes dans le chat, donc restez bien jusqu'à la fin. On va parler un petit peu de ça ensemble. Plus Anima, c'est un titre que vous portez dans votre cœur, pour des raisons aussi que vous allez un petit peu nous donner dans quelques secondes. Avant ça, peut-être un petit peu l'histoire de Plus Anima. Alors, Plus Anima, ça se passe dans un monde de fantasy, plutôt typé moyenâgeux, on va dire, avec un petit peu de technologie, un petit peu de magie, mais c'est pas de la très grande fantasy, on va dire. Et en fait, il y a une particularité dans ce monde, c'est que certains enfants ou jeunes adolescents qui, à la suite d'un choc psychologique ou d'un choc physique, vont se voir apparaître un tatouage sur leur corps, et en plus de ça, en plus du tatouage, une particularité animale. Ils vont devenir ce qu'on appelle des plus anima. Donc le héros, par exemple, Koro, qu'on voit sur la jaquette, juste ici, il a le plus anima du corbeau. Et donc la particularité que lui offre ce pouvoir, c'est qu'il obtient des ailes noires, des ailes de corbeau, qui lui permettent de voler. Mais il y a tout un tas du coup de personnes d'enfants qui vont avoir ce pouvoir. Il peut y avoir le poisson, comme on le voit sur le tome 2, avec une queue de poisson qui donne l'aspect d'une sirène, la chauve-souris, un ours, etc. Et dans ce monde, déjà personne ne sait pourquoi ce genre de pouvoir apparaît. Il y a tout un mystère autour de ça. Et surtout, les puces anima, en fonction des territoires, ne sont pas traités de la même manière. Certains territoires vont les voir comme des sous-humains, des espèces de monstres qu'il ne faut absolument pas côtoyer.
d'autres qui vont les traiter comme des esclaves, ou alors certains pays qui plutôt vont les voir comme des curiosités un peu étranges. Et donc Koro, le jeune garçon qui obtient ce pouvoir, lui, il a un cœur pur et il essaie de comprendre comment ce genre de choses est arrivé, qu'est-ce que ce pouvoir du Pusanima, et il va décider de parcourir le monde, recruter des alliés et des amis pour résoudre le mystère des Pusanima. Et c'est ce qui est très intéressant dans ce livre, donc il est pour tout le monde, c'est pour toute la famille, des enfants jusqu'au papy, 77 ans et plus. Parce que déjà, il a un style graphique vraiment magnifique, très bien dessiné. Il a un fond qui est très intéressant. Ça parle beaucoup de la différence, du racisme, des thèmes qui sont importants. Mais en même temps, ça reste une lecture assez légère pour les enfants, sans que ce soit trop complexe. Et donc, le fait que tous ces ingrédients soient réunis, ça donne une histoire qui est très agréable à suivre, où on rentre vraiment avec les personnages dans l'aventure. Et c'est pas très long parce que c'est en 10 volumes terminés. Donc, c'est vraiment une porte d'entrée pour le monde du manga, pour les plus petits, et pour ceux qui veulent soit redécouvrir ce titre parce qu'il était sorti en 2005, si je ne me trompe pas. Ouais, c'était un des tout premiers titres. Et en fait, il est sorti de Taifu Comics. Maintenant, il est Ototo. Mais vu les descriptions, heureusement. Mais c'est un titre, moi je me souviens, j'avais eu un coup de cœur pour le graphisme à l'époque. Et en fait, quand j'ai demandé à Fédois, qui travaillait beaucoup pour nous en traduction, quels étaient les titres qui lui plaisaient et qu'elle aurait aimé voir sortir, elle a cité 2, c'était Gravitation et Pusanima. Donc ça avait fini de nous convaincre et on a eu le plaisir de négocier ça. Rien que les coups, et puis en plus, moi, ce que j'adore les coups, là on le voit rapidement sur le 1 et le 2, mais on voit le héros et son ami qui est le personnage qu'on va retrouver en couverture du 2. Dans la couverture du 2, on voit un troisième personnage qui sera le principal de la couverture du 3. C'était très original dans sa présentation. Et comme tu le disais, c'est vraiment magnifique. Hyper beau. Ça peut plaire aux plus jeunes, mais il y a un propos qui plaît largement aux 20-25 ans. Et comme tu le disais, jusqu'au bout. Parce que moi, je vais le relire avec un grand plaisir. Puis la tolérance, en ce moment, on en a besoin. Oui, donc, c'est un manga à lire et à relire pour se rappeler que finalement, c'est bien quand on essaye de le vivre ensemble. Oui. Donc, vous qui avez du coup publié le manga à l'époque, déjà, donc vous avez expliqué pourquoi. Déjà, vous l'avez sorti. On comprend bien que même aujourd'hui, en rouvrant le tome, c'est super moderne, en vrai, dans le trait. Ça n'a pas vieilli, ça n'a pas pris une ride. Donc, franchement. C'est fou. C'était quoi un petit peu la réception qu'il y avait eu autour du manga à l'époque en France C'est franchement un des titres qui a le mieux marché. Alors, pour l'anecdote, un des premiers titres qu'on avait sorti qui s'appelait Nos Bras avait cartonné. Et puis après, on a sorti différents autres titres qui ont plus ou moins marché. Mais Pusanima, hop, on a de nouveau eu un petit boost avec ce titre-là parce qu'effectivement, il était relativement attendu. Il était sorti en Scantrad, des trucs comme ça, donc il y avait des gens qui connaissaient. Et accessible, le graphisme donne vraiment envie. Et en plus, c'était une série où on se lançait pas dans 250 tomes, peut-être ça fait pas beaucoup 250, on se lançait pas dans une cinquantaine de tomes, c'était déjà quasiment fini à l'époque, et voilà, et l'histoire en plus, fantasy, etc., il n'y en avait pas tant que ça, franchement. Et puis c'est assez original dans l'univers, même si depuis il y a eu beaucoup de choses dans des univers de fantasy, mais tout ça c'était vraiment le coup de cœur, c'était le truc où tout le monde craquait, oh c'est trop beau, et c'est dans un style de trait qu'on retrouve encore aujourd'hui. C'est-à-dire parfois on voit des évolutions comme ça dans les mangas et tout, où on voit des écoles de dessin, quoi. Il y a eu des influences post-Dragon Ball, des influences, et ainsi de suite. Et là, on est dans des choses... on peut y retrouver un peu de Togashi, on peut y retrouver un petit peu de toute cette époque-là, mais qui a perduré, en fait, qui va faire partie des styles de trait, je ne sais pas si ça se dit, qui aujourd'hui se trouvent facilement dans les histoires, et qu'on retrouve aussi vachement dans le jeu vidéo, qu'on retrouve vachement dans toutes les adaptations comme ça, dès qu'il y a de l'illustration. Et l'auteur est vraiment hyper doué. Et ça sert vraiment le propos et l'histoire. Ma plus grande déception, c'est que quand elle a eu fini ça, elle n'a pas fait grand-chose d'autre derrière. Parce qu'on aurait adoré pouvoir
sortir. Elle a fait autre chose d'autre derrière, tout court? Non, je crois pas. Il y a un titre avant, ce qu'on disait, mais j'ai jamais vu quoi que ce soit d'elle après, en fait. Non, on n'a pas vraiment continué sur cette voie, en tout cas. Je me suis demandé, d'ailleurs, parce que finalement 10, alors que la série marchait bien même au Japon, je me suis demandé si elle l'avait pas arrêté pour d'autres raisons et qu'elle avait juste eu envie de changer de voix, quoi. Là, en 10 tomes, on a quand même une fin définitive. Ah oui, clairement. C'est pas fait à la va-vite du tout. Non, mais elle aurait pu se lancer dans 2 fois la même quantité. Elle aurait pu tirer sur la longueur, effectivement. C'est pas le cas ici. Seulement 10 tomes. Choqué, quoi. 10 tomes finis, bien finis. Ouais. Une série qui en vaut la peine, vraiment. Même moi, quand j'étais plus jeune, je me souviens à la médiathèque. Ça nous a fait marrer parce que donc on a parlé de toi dans nos réunions préparatoires et on dit c'est parce qu'ils sortent Plus Anima, et lui Plus Anima. Et en fait ça faisait partie de tes lectures d'enfance, de mes premiers mangas que j'ai pu lire dans ma vie. Donc franchement, ça fait plaisir de le revoir dans une toute nouvelle édition. Donc traduction retravaillée. C'est ça. Alors, on a retravaillé la traduction, un peu corrigé peut-être quelques approximations ou des tournures de phrases à refaire, mais on n'a pas fondamentalement changé toute la trad. On travaille toujours avec Fédois, qui a relu sa traduction, qui a vérifié un petit peu ses textes. On a retravaillé la jaquette, un nouveau logo pour le rendre un peu plus moderne. C'est vrai que la jaquette faisait déjà très moderne. Déjà, il y a ce côté à l'horizontale qui est assez étonnant. À l'époque, c'était presque totalement nouveau. Et par contre, c'est vrai que l'ancien logo avait pris un petit coup de vieux, donc il fallait le remettre un petit peu à neuf. Et c'est vrai que quand on a commencé à retravailler ce titre, donc l'idée est venue il y a 2 ans environ, c'est pour ça que je les ai ramenés. On a sorti La Petite Faiseuse de livres il y a un peu plus de 2 ans maintenant, qui est un titre aussi qui peut être lu par tout le monde, qui est très publicité par les petites filles qui aiment beaucoup le style, où du coup ça va raconter l'histoire d'une personne qui va se réincarner dans le corps d'un enfant qui va vouloir créer des livres dans un monde où les livres sont inaccessibles. Et en fait, il y a eu tout un nouveau public pour nous qui s'est un peu ouvert, où des parents venaient nous voir pour nous demander « Ah, ma petite fille a lu La Petite Faiseuse de livres, est-ce que vous avez d'autres titres du genre ?» Et c'est vrai que c'est un peu difficile à conseiller des mangas pour une première lecture. On arrive tout de suite dans soit un shonen assez violent, soit sinon dans des licences, les licences Nintendo par exemple, ce genre de choses, mais une histoire vraiment bien ficelée, avec des thèmes intéressants, etc. C'était quelque chose qu'on recherchait, et à chaque fois qu'on en discutait, c'était mais Plus Anima, c'était quand même génial. C'était vraiment... Ça se trouvait plus trop quand même, à force. Et oui, c'est ça, l'ancienne édition était quasiment arrêtée. Et donc, c'était un peu le moment de relancer ça. Et donc, c'est vrai que quand on a recontacté l'éditeur, donc, qui est Kadokawa, pour relancer la série, on a renégocié les droits à la licence pour pouvoir faire une réédition. Mais la première chose qu'ils nous ont dit, c'était OK, mais nous, on n'a plus rien. On n'a pas de fichier, on n'a pas de jaquette, on n'a pas d'éléments, donc il va falloir vous débrouiller. Ils avaient à peu près rien déjà à l'époque. Oui, on scannait les mangas. On les passait au micro-ondes avant pour enlever la colle. Oui. Et après, on allait les scanner. Mais là, ils n'avaient même plus de tomes physiques japonais, finalement. C'est fou ça. Vous n'avez plus aucune. C'est ce que tu me disais un petit peu avant l'émission. Oui. C'est que vous avez dû retravailler par rapport à ce que vous aviez déjà. C'est ça, on a ressorti les archives. Nous, on a conservé forcément des tomes physiques. Bien sûr. On a les fouillés dans les vieux disques durs maintenant qui ont plus de 20 ans. Donc, il fallait bien récupérer tous les fichiers. Ouais. Donc, il n'y avait pas de cloud aussi à ce moment-là. On n'a pas forcément tout réuploadé quand c'est arrivé. Donc, on est allé un peu fouiller et récupérer tout ça. Heureusement, on a pu trouver tout ce qu'il nous fallait pour pouvoir bien refaire. Et du coup, tu me disais que, parce qu'une des particularités, moi je me souviens de Plus Anima, c'est que c'est le premier titre où on a décidé, parce que quand on a fait les premiers Taifu, on traduisait, mais
on ne s'occupait pas des onomatopées, on les laissait telles quelles. Et moi, j'ai souvenir qu'en cours de route, une des demandes des lecteurs, c'était justement les onomatopées sont très belles, etc., mais on aimerait les comprendre mieux. Et donc, c'est le premier titre chez Taifu Comics à l'époque où on a commencé à sous-titrer toutes les onomatopées, parfois carrément les retoucher. C'était aussi d'ailleurs une demande de Fédois qui disait ouais, mais ça fait partie de l'ambiance, il faut que. Voilà. Et du coup, les premiers tomes de la première édition, il n'y a pas. Il n'y a rien en fait. Totalement. C'est arrivé, je ne sais plus, au 4, 5 ou 6, un truc comme ça. Et là, donc, du coup, c'est une édition plus complète. Voilà, une édition où on a essayé de moderniser le lettrage, qui était déjà très bien fait, mais voilà, les techniques ont évolué depuis. On a voulu aussi améliorer le scan, pour pouvoir avoir la meilleure qualité d'image possible, avoir le papier le plus qualitatif possible pour cette série qui méritait. Donc on a essayé de faire tous les meilleurs choix qu'on pouvait faire sur une réédition, sans que ce soit non plus une édition collector. On ne voulait pas que ce soit quelque chose d'inaccessible, parce que ça devait rester aussi un premier manga pour certaines personnes. Et donc il y avait deux cibles dans cette réédition, c'est les enfants, les parents qui veulent chercher un premier manga pour leurs enfants, et aussi toutes les personnes comme nous qui ont découvert la série à l'époque, en 2005, où c'était peut-être un de vos premiers mangas pour toute une génération, et qui vont pouvoir la redécouvrir dans des conditions nouvelles. Et qui, comme c'était un titre qu'on ne trouvait plus en librairie, là on va pouvoir la retrouver plus facilement. Qu'une seule question maintenant, c'est le prix. Le prix, ils sont un tome de Plus Anima aujourd'hui. Ils sont à 7,90 €. 7,90 € en 10 volumes. C'est ça. Donc voilà, c'est une série courte. C'est cool d'époque. C'est ça. Pas trop bougé. Non, ça va pas bouger. À l'heure des nombreuses rééditions dans le monde du manga, je voudrais vous poser un petit peu la question, c'est le comment du pourquoi. Pourquoi on en arrive à avoir autant de rééditions sur le marché. Plus Anima, c'est une série qui a marqué toute une génération pour sûr. Est-ce que vous avez une explication à cela ou... Alors les rééditions, il y a plusieurs choses. Quand on les réédite, c'est aussi parce que c'est difficile à trouver. Parfois, il y a des rééditions qui se veulent un petit peu plus abouties en termes de fabrication, de contenu additionnel, etc. Et c'est aussi une façon de remettre en avant des titres, parce que si juste tu réimprimes, les libraires ne vont pas forcément en reprendre. Et donc, c'est vrai que quand tu refais des sorties comme ça remet en avant le titre sous le feu des projecteurs pour une génération de gens qui connaissent déjà et qui vont être contents de se le procurer. Et aussi des nouveaux lecteurs que j'espère que vous allez toucher de manière importante, parce que c'est vraiment une série qu'on adore. Ouais, et puis ça permet aussi parfois de moderniser les titres. Quand on les ressort, vu tout ce que vient de décrire le Baptiste, on les retravaille. Donc du coup, ça permet de moderniser les designs, donc peut-être de les rendre plus attractifs pour les nouveaux lecteurs. Ça permet de corriger des choses parfois, parce qu'il y a des frustrations d'éditeurs. Sur des titres qui sortent, on fait oh non. Et puis en fait, le refaire, ça permet de dire oh, ce truc-là, là, plus jamais. Donc ça répond à beaucoup de problèmes. Et peut-être aussi que dans un univers où aujourd'hui il y a des nouveautés qui sortent de partout, enfin ça déborde de partout, ça peut aussi être rassurant pour le marché de temps en temps de retomber sur des choses. Exactement ce que tu disais, sur des parents qui voudraient partager un manga avec leurs enfants. Le seul moyen de retomber sur ces titres-là, c'est d'espérer justement qu'ils soient réédités, parce que ça circule plus trop. Enfin, il y a des choses de notre jeunesse à nous, n'est-ce pas, qui datent pas tout à fait d'hier, qui seraient très, 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 très difficiles à retrouver aujourd'hui, et pourtant qui feraient vachement plaisir à partager avec les nouvelles générations qu'on a pondues entre-temps. Plus Anima en fait partie, accessoirement. Et ouais, je pense qu'il y a un côté un petit peu rassurant. Enfin, là, je vois derrière des trucs comme Ranma Enemy, des choses comme ça. Quand tu arrives aujourd'hui dans une librairie, quelle qu'elle soit, des rayons manga qui sont grands comme ça, il y a des titres qui sont sortis il y a 20 ans qui n'ont pas vécu leur plein potentiel, quoi. Donc, ils méritent d'être remis en avant. Nous, les vieux, ça nous rassure. Ah, je connais ça. Et puis pour les jeunes, ça permet justement de répondre au potentiel de chaque licence, quoi. C'est l'effet désespérant de l'adolescent où
dis, regarde, chérie, à ma fille de 13 ans, plus Anima, c'est super et tout, machin. Demon Slayer, c'est bien. Donc, je le conseille fortement. Et du coup, pour mais toi, c'est difficile. C'est pas toujours facile. Oui. Moi, elle est plus petite pour l'instant, elle m'écoute. Voilà. J'ai l'impression que la tranche d'âge est limite encore en train de baisser. Mais franchement, il faut se lancer dans l'aventure parce que c'est beau, c'est bien écrit. Ça plaît aux garçons, aux filles, à tout le monde, aux jeunes, aux moins jeunes. C'est pour tout le monde, c'est clair. Le premier tome est déjà disponible. Et toi, les rééditions chez vous, ça prend quel... Alors, comment chez Ototo, nous, on n'est pas une maison d'édition qui essayons de sortir beaucoup de nouveautés tous les ans. On est peut-être à 2-3 tomes 1 sur l'année, donc c'est beaucoup plus faible que certains éditeurs. Après, c'est aussi à prendre en compte que Taifu Comics, qui fait du Boys Love, qui sont des séries beaucoup plus courtes, soit des one-shots, soit des diptyques ou des trilogies, il faut assurer des nouveautés beaucoup plus régulières. Donc sur Ototo, on choisit plus précautionneusement nos titres en nouveautés qu'on veut publier. Et outre ça, on essaie de travailler le catalogue. Et travailler le catalogue, c'est essayer de refaire des mises en avant, continuer à faire de la communication sur des titres plus anciens et potentiellement étudier des titres qui n'ont pas encore atteint leur plein potentiel pour pouvoir envisager une réédition ou une nouvelle sortie. Et comme tu le disais, aujourd'hui, le marché du manga français est noyé par la nouveauté et le nombre de sorties hallucinant toutes les semaines. On n'a jamais connu une période avec autant de sorties qu'actuellement, et ce depuis la fin de la pandémie finalement. Il y a plus d'éditeurs en plus. Avec plus d'éditeurs. Donc, il y a ce côté effectivement rassurant, on revient sur ce qu'on sait faire, où on sait qu'on a un titre qui a des qualités en or, qu'on peut travailler, qu'on sait travailler, et qu'on a envie de refaire découvrir à toute une nouvelle génération qui est arrivée entre-temps et qui n'a pas connu finalement ce genre de titre. Alors parfois, on fait des rééditions sur des licences qui sont très connues, tu sais, Ranma 1,5, etc. Tout le monde connaît finalement ce genre de titre, mais plus Anima, je suis pas sûr que ça va parler à toute une génération qui ne voit pas passer ces gros shonen ou ces grosses licences d'époque. Donc c'est presque une nouveauté en plus qu'être une réédition finalement. C'est clair. C'est clair, voilà, le premier tome de Plus Anima sort du coup, est sorti même le 17 novembre dernier, donc vendredi dernier, et le second arrive le 8 décembre, donc incessamment sous peu, il n'y aura pas beaucoup de temps à attendre, et ça c'est une bonne nouvelle. Vous l'avez compris. Excellent cadeau de Noël du coup. C'est le top, c'est clair. Vous l'aurez compris, Japan Expo, il y a un peu de Japan Expo chez Taifu Comics, Ford. On a une histoire commune. Et du coup, vous êtes aussi présent dans les salons de Japan Expo avec des stands qui grandissent de plus en plus chaque année, qui sont tout à l'entrée, tout devant, oui, c'est ça. À Japan Expo. Donc il y a une belle histoire commune qui continue après toutes ces années, et on espère encore pour longtemps. Donc encore une fois, merci beaucoup Louis-Baptiste d'être venu pour nous parler de Plus Anima, qui est un excellent titre et qu'on vous recommande vivement, vous l'aurez compris. Je crois qu'ils attendent un petit peu dans le chat de parle après quand même, parce que je suis très curieux de savoir quel est le titre du catalogue qu'il préfère en fait. Je pense que en dehors de Plus Anima. Pas de triche, hein. Là, c'est trop facile sinon. Parce qu'il y a des moments où quand j'ai vu certains titres, j'avais l'impression de voir ta patte derrière, et je serais très curieux de voir lequel tu préfères. Il y en a plein, forcément. Il y en a plein. Bon, allez, ton top 3, on va dire. Si je devais en choisir un assez récent que j'adore vraiment, ça va être Miluko-chan, qui est sorti il y a 2 ans aussi, 2-3 ans, qui a été un énorme coup de cœur pour moi, qui parle du coup d'une jeune fille qui d'un coup va commencer à voir des monstres partout. Elle va en voir dans sa chambre, elle va en voir dans son lit, elle va en voir dans la rue, et c'est vraiment des monstres terrifiants. Et donc Miluko-chan, ça veut dire, ça peut être traduit par la fille qui voit. Il n'y a que elle qui peut voir ces atrocités, et son réflexe par rapport à ça, c'est que elle va essayer de rester indifférente à tout ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il peut se passer la chose la plus horrible devant elle, elle va rester le plus impassible possible en se disant « tout ça, c'est mon imagination, ça n'existe pas ». Et donc, ça amène des situations totalement improbables
avec beaucoup de tension et un graphisme vraiment assez extraordinaire, notamment sur la patte graphique qui sont utilisées sur les monstres. Et ça amène vraiment une balance entre un côté joyeux, un côté mignon et un côté affreux qui marche très très bien. Donc ça, c'est un titre que j'adore. À ta fille, ça. Je pense que ça peut être pas mal, ouais. Oui, bien, écoute. À quel âge ? 13. 13 ans, c'est peut-être un poil jeune. Un poil pour jeune. certaines imageries. Mais Demon Slayer. ouais, maintenant. C'est ça. L'autre fois, je regardais, je fais, mais c'est marqué 13+. En fait. En tout cas, tu as réussi quand même à choisir un titre, donc bravo. Je sais que c'est pas facile de choisir souvent un titre dans son catalogue, et tu l'as fait avec brio. Petit point billetterie. Effectivement, on va ouvrir la billetterie dans quelques secondes. Tout d'abord, on voulait parler de la billetterie de Sud. La billetterie de Sud, elle a ouvert, parce qu'on me demandait si ce soir c'est Paris ou Sud. En fait, Sud est déjà ouvert depuis mercredi dernier. Et ça a même bien avancé déjà. Ouais, parce que le tarif réduit, dont les gens parlent dans le chat, à moins 40%, sur Sud est fini pour les samedis et dimanches. Il reste un petit peu de vendredi. De vendredi. Et puis... Et de quoi ? Paris. Bah oui, non, mais du vendredi, puis aussi du forfait week-end. Ah, le forfait week-end, tout ça, ouais. Voilà, le forfait 3 jours. Et puis, bah oui, Paris, maintenant, hein, il faut plonger, on va dire que... Incessamment sous peu, parce qu'a priori, on attend après nous pour l'ouvrir, c'est ça ? Je crois que dans le chat, on nous réclame depuis un long moment déjà. Depuis tout à l'heure. En même temps, mais ça commente aussi sur les livres, hein, ça me rassure. Bien sûr. On a effectivement aussi beaucoup de l'équipe qui est dans le chat, donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, puis à nous. C'est ça. Dans le chat, est-ce que vous êtes chaud ? Est-ce que vous êtes prêts pour l'ouverture Refresh, c'est ça, F5. L'ouverture des billets pour Japan Expo Paris. On rappelle encore une fois qu'il y a une réduction. Comment ça se passe, ça, du coup, pendant combien de temps, combien de places ? On a déjà mis en place les tarifs Jonin, Chunin, Genin depuis 3 ans maintenant. Enfin, la première année, c'était pour 2020. Voilà, mais il y a eu un truc en 2020. Donc... Ouais. Et là, en fait, on a simplement officialisé ce lancement ce soir. Ouais. Et puis on les a simplifiés, en fait, la lecture. Parce qu'effectivement, le Jonin, c'était un tarif réduit, mais on ne savait pas trop ce que ça voulait dire. Voilà. Là, maintenant, c'est clair. On part du tarif normal, et puis le Jonin. Et l'objectif pour nous, c'est de récompenser à la fois les gens qui savent qu'ils vont venir, qui sont fidèles, qui sont fans du festival, et des choses qui se passent dedans, et qui veulent s'engager dès maintenant, de récompenser aussi ceux qui nous suivent un petit peu comme ça, en disant « mais ce sera forcément bien, donc on y va ». Et c'est un moyen, en ces temps un petit peu difficiles, de proposer aussi des tarifs plus abordables pour des gens qui veulent venir. Qui savent qu'ils veulent venir, mais qui trouvent que ça pèse un certain poids, le prix d'un billet. On le sait, on en a conscience. Et on veut récompenser, remercier. Ouais. Acheter un billet pour le festival aussitôt, c'est vrai qu'on a envie de faire quelque chose pour remercier ces gens qui nous suivent depuis des années, parce que parfois il y en a qui 10 ans qui viennent, 15 ans. Les prix sont fixés par rapport à ce que ça coûte de fabriquer le festival, ce que ça coûte de faire venir les artistes, souvent avec les éditeurs. C'est ce que ça coûte de faire les expos, c'est ce que ça coûte de faire tout ce qu'on propose comme animation en partenariat avec les associations. Et du coup, voilà, c'est comme ça qu'on fixe le prix. Il se trouve qu'en ce moment, en plus, c'est compliqué parce que il y a l'inflation, hein. Maintenant tout le monde en parle. Nous, on l'a vécu un petit peu avant que ça se mette à en parler. Maintenant, ça en parle en plein, donc nous, on la mange 100%. Et c'est vrai que du coup, on essaye d'équilibrer un petit peu. Et ces systèmes de prix et de récompense à la fidélité, à l'anticipation, c'est le meilleur moyen qu'on a trouvé de faire en sorte que des gens qui ont des moyens plus limités puissent malgré tout accéder à leur sésame, sachant que ça ouvre les mêmes droits. C'est pas parce qu'il est 40% moins cher qu'on a 40% moins de droits que les autres, n'est-ce pas ? Tout à fait. C'est clair. Les quantités sont assez limitées. On vous recommande chaudement d'y aller. Ouais, c'est ce qu'on avait expliqué la dernière fois. Il y a des quotas totaux de nombre de billets qu'on peut vendre par jour qui sont générés par le fait qu'on accueille les gens dans les grands halls là, et après on les découpe en morceaux en fonction des prix de manière à
faire ensemble. Parce que si tout le monde les achetait à moins 40, là, d'un coup, nous, notre financement, il sera plus complexe. On va dire ça comme ça. C'est clair. On y va, monsieur? Est-ce qu'on ferait pas un petit décompte peut-être pour lancer la billetterie? Est-ce qu'on est prêt, la team? Je crois qu'on est plutôt prêt. Bah écoutez, on a eu un thumbs up là-bas. Donc. Je vois que ça s'agite derrière moi là. Non. Alors on n'a pas de thumbs up de l'autre côté. Donc on va attendre que les deux côtés se mettent d'accord. On est bon? On y va? C'est pas toi, mais c'est le monsieur là-bas, il est bon. On découvre à partir de 1000. Bon, c'est parti. Voilà. Alors, 999, 998. 97. Voilà, bah, du coup, une fois qu'on aura fini, je pense que les zen seront ouverts parce qu'on sera le 15 janvier. Donc... Un petit décompte de 10 secondes, je pense que ça suffira largement. Allez, je vous laisse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2,5. 1. Allez, c'est parti. C'est parti. Vous avez le lien de la billetterie dans le chat. Foncez pour profiter sur le site. un maximum. Allez checker un petit peu. Ça marche plus. J'espère que j'ai pas de jinx. Alors par contre, on vend pas de plus Anima sur le site, donc c'est que des billets Japan Expo. Je suis désolé. Effectivement. On peut s'arranger. Ça marche pas. C'est le crash. Ah, mais je pense que j'ai des Chibidino qui doivent être en train de transpirer derrière le PC là. Mais si ça ne marche pas, ça ne serait que. Mais non, pas le crash. Mais voilà, bravo, merci Louis-Baptiste. Pas de crash, pas de crash. Voilà. Ok. Mais il n'y a pas de page. Ah, je pense Aïe. Je vais m'absenter pour aller mettre en ligne la page moi-même. Tu veux y aller? Il y a l'admin là-bas. Il y a l'admin là-bas. Alors, Non, il n'y a pas d'admin là-bas. il se cache. Il dit c'est pas moi. Il Bon dit c'est alors pas les moi. Chibidino, la troupe, Aïe, on en aïe, est où? aïe, Racontez-nous. Impossible de trouver la page apparemment. Ah là là. Aïe. C'est là où on voit Ça, que je c'est suis un indispensable. tu vois, super voilà. décompte. C'est les aléas du direct. Allez, c'est reparti. 10. Alors, je pense qu'en fait, ce qui a peut-être pas été Mais non, fait ça encore crache par pas. nos admins, c'est qu'il y a un délai pour alimenter le cache du site. Donc, on a fait le décompte et maintenant, on va voir. Voilà, Le cache, ça il est s'appelle à un 45 lag. minutes. Mais non, c'est pas, mais c'est moyen de réparer ça, là, pas maintenant, ou- un crash. Je répète. Ah bah écoute, je peux aller voir si tout Je vais a été regarder bien fait, brièvement. parce qu'après le cache, on peut pas y faire grand chose. Par contre, c'est vrai que le problème qu'il y a quand il y a beaucoup de monde sur le site, il y a automatiquement un Content Delivery Network qui se met en route. Donc le CDN, il va temporiser le truc. C'est le machin dont je parlais tout à l'heure, là, le miroir qui permet d'éviter que ça crache, justement. S'il se met en route, c'est bon signe, c'est que ça crache pas, les amis. Attendez un petit peu. Ça va venir dans quelques secondes, on espère. Allez. Avant ça, peut-être qu'on peut parler des billets Zen, parce que c'est quelque chose qui est très important également pour les visiteurs, notamment Japan Expo Marseille. Oui. Ça arrive quand ça Ça arrive très C'est bien. c'est mercredi prochain. là. Les billets zen de Sud. De Sud. Japan Expo à Marseille. Nous répétons, Japan Expo à Marseille. le 22 novembre 2023. Et il y a une petite nouveauté apparemment pour... Oui, bah en plus de tous les cadeaux qu'on met habituellement avec les produits festival, les produits des partenaires, vous aurez aussi la possibilité de laisser vos affaires, vos sacs, enfin toutes vos affaires, à une consigne qui sera dédiée au Zen. Voilà, on n'avait jamais testé comme ça, on va se lancer. Il y a eu, parce que dans le passé, il y a eu des consignes partagées, pas de consignes, on est revenu, on est reparté. Et puis c'est vrai que les gens à Marseille, on est en hiver quand même, donc ils peuvent arriver un petit peu chargés. Et on nous demandait beaucoup de pouvoir déposer des affaires. Et comme en plus les cadeaux sont des sacs, c'est lourd, ils les récupèrent le matin, on s'est dit que c'était le meilleur cadeau à faire. Voilà. Écoutez, c'est une bonne nouvelle. Et pour Japan Expo Paris, vous l'avez vu sur le visuel, mais ça arrive courant janvier 2024. Donc voilà, restez bien connectés pour ne pas louper ceci. Pour l'instant, Il y a combien de niveaux de billets ensuite? Alors, on a le Jonin, donc le premier qui a moins 40% de remise. Ensuite, le Chunin qui a 25% de remise. Puis le Genin, qui est celui qu'on vend le plus en fait, qui est à moins 10% de remise. Et puis le tarif normal à l'approche du festival. Mais on a aussi, en plus de ces billets-là, les Fast-Pass. Donc là, c'est un tarif unique, mais qui permet d'entrer dans un circuit où on entre 30 minutes avant
avant l'heure. Je vais m'absenter. Vas-y. Je vais continuer à parler. Voilà, on va parler des billets. Les fast-pass qui permettent de rentrer 30 minutes avant l'heure et qui ont aussi la particularité en fait que le moment où vous rentrez dans la file d'attente, vous êtes bipé non pas en sortie de file, donc au moment où vous entrez sur le festival, mais en amont. Donc en fait, du moment où je vais me tuer les mains. Du moment où on ouvre les portes, tous les gens qui sont dans cette file d'attente, ils sont déjà pré-bipés, donc ils rentrent directement. Donc c'est une entrée très très rapide. Et puis les billets zen dont on parlait tout à l'heure, qui seront vendus à partir de janvier, là c'est les billets avec des cadeaux, c'est les billets qui rentrent encore 30 minutes plus tôt et qui ont accès à tout un tas de prestations et de cadeaux. Et après, il y a les billets Zen plus confort. Où là, c'est le petit déjeuner. C'est plus que ça. On s'est inspiré de l'avion et ils ont un lounge ouvert toute la journée avec à manger un peu le matin, le midi. De quoi se poser, se reposer, se mettre à l'écart s'il fait frais dans le lounge. Donc ça fait du bien et c'est vraiment pour avoir l'expérience ultra premium plus. Et en plus de tout ça, on a des options qui ne sont pas des billets à proprement dit. J'ai vu que tout à l'heure, ils en parlaient dans le chat. C'est les Star Pass qui permettent d'accéder à l'ECG, le Extreme Cosplay Gathering, qui est le grand show de cosplay mondial dont la finale a lieu le samedi soir. Et ça permet en gros d'avoir accès à un carré or. Ce qui est juste important à savoir sur ces options, c'est que d'une part, elles ne sont pas du tout obligatoires, et d'autre part, ça ne prend pas sur la capacité d'accueil de la salle en termes de sièges, puisque plus on vendra de ces Star Pass, plus on rajoutera de sièges comme il faut pour que ce soit juste. Ça veut dire qu'on ne rend pas payant le show, on offre juste la possibilité pour les gens qui veulent d'avoir une expérience où ils sont sûrs d'avoir leur siège, parce qu'en fait, une fois que vous achetez votre Star Pass, votre siège, il est sanctuarisé. C'est-à-dire, même si vous arrivez avec 30 minutes de retard, ce qu'on ne recommande pas, parce que c'est pas très sympa pour tous les gens autour, vous êtes sûr d'avoir un siège devant. D'accord. Et tous ces billets-là, ils sont ouverts au fur et à mesure. C'est pas tout d'un coup. Non, c'est ouvert, exactement. C'est ouvert au fur et à mesure. Alors, il y a des échéances, parce que, par exemple, les Jonin ouvrent aujourd'hui, enfin, j'espère, et jusqu'au 20 décembre. Mais ce qui se passe, c'est que si jamais on épuise le quota sur ces billets-là, automatiquement, on passe au quota d'après, et ainsi de suite. Parce qu'au début, on avait mis des dates fixes et on se retrouvait avec des grands moments de solitude où il n'y avait plus de billets à vendre. Et on s'est dit que c'était un peu nul. Puis on se faisait aussi bien engueuler. On disait, alors, quand est-ce qu'on peut racheter les billets? C'est quoi ça? Et puis les gens, ils stressaient parce que d'un coup, ils se disaient, c'est sold out, on ne peut plus rentrer. Ce qui n'est pas du tout le cas. Voilà. Est-ce que tu peux nous rappeler peut-être les dates des différents paliers? La Jonin, c'est les moins 40%. Voilà. Ça commence normalement aujourd'hui jusqu'au 20 décembre. Ensuite, le Tune-in, lui, il va du 21 décembre jusqu'au 26 mars 2024. Puis du 27 mars jusqu'au 7 juillet, c'est le tarif Genin. Et puis à partir du 8 juillet, là, on est dans le tarif normal à l'approche du festival. Les Fast-Pass, c'est jusqu'à épuisement. Et les Star Pass aussi, et les billets zen évidemment aussi, mais sachant que ça passe comme ça. C'est vraiment les billets que les gens recherchent. Et là, on a des bursts de connexion. Et c'est pour ça, là, je pense que le problème, il est dans les activations plus que dans... Apparemment, de ce que j'entends à peu près par là-bas, c'est plus... voilà, ça arrive, C'était ça. On me dit dans l'oreillette. Bon, Jean-François confirme depuis la régie... Et on n'a pas appuyé sur le bon bouton. Voilà, ne vous inquiétez pas, les amis. Donc c'est la honte de Jacques, parce qu'ils rigolent tout ceux-là derrière, mais ceux qui sont devant, c'est Jean-François, c'est moi, c'est vous là. Et c'est nous qui faisons un décompte pour rien. Donc après. C'était bien 1000. T'inquiète. Voilà. Donc, mais c'est pas grave, l'important. C'est que ça ouvre. J'ai vu la billetterie parce que c'était un fake. Non, on ouvre vraiment la billetterie. C'est pas un fake, non, promis. Et dans quelques minutes, vous allez pouvoir poser toutes vos questions, que ce soit pour Louis-Baptiste. C'est ça, et son travail. Le gros bouton rouge. Ouais. Allez, et pour Japan Expo, notamment la billetterie et d'autres questions. J'imagine que vous en avez plein. On vous fera gagner. Dans quelques secondes, même. Est-ce qu'on ne ferait pas maintenant, même le temps qui débloque un peu tout ça? Parce que ça va. Ouais. On risque de perdre un peu le sujet, mais par exemple, on parlait du stand tout à l'heure. Tu peux nous raconter un petit peu ce que sont vos enjeux
En attendant que la billetterie arrive, n'est-ce pas? Japan Expo, c'est un double enjeu, on va dire. C'est à la fois un enjeu financier, forcément, parce que maintenant, ça a un impact très important sur les ventes, avec le nombre de clients, de personnes, de lecteurs qui sont présentes sur le salon. C'est extrêmement important. Ça représente quasiment un mois de ventes en librairie. En 4 jours? Ouais, qui sont faits en 4 jours. C'est bien, les gars, vous vous donnez. Regardez ça. Mais à côté de ça, il faut essayer de faire en sorte, justement, de ne pas trop prendre aux librairies à côté. Donc, faire en sorte de ne pas avoir peut-être des stocks infinis pour certaines nouveautés très importantes. Sinon, tout va être vendu à Japan Expo et il n'y aura plus aucune vente, notamment sur les librairies de Paris qui se retrouvent finalement... Il faut équilibrer. C'est ça, il faut totalement équilibrer. Et en même temps, ça permet de faire quand même de la communication sur certains titres choisis pour Japan Expo, où on va essayer de cibler une déco, une activité, un auteur, ce genre de choses, pour pouvoir mettre en avant une ou deux séries, on va dire. Ce qui est intéressant avec nous, c'est que souvent, on a un stand qui est scindé en deux. On a Ototo d'un côté et Taifu Comics de l'autre. Là, sur les dernières années, on a toujours eu Ototo qui était, on va dire, sur le devant, au niveau de l'allée principale, et Taifu Comics qui était un peu derrière. On se pose la question, peut-être que cette année, on va inverser, on va avoir Taifu devant. Ça peut être intéressant. Non, pas du tout. Parce que c'est vrai que on va dire, les fans Boys Love ont une certaine demande sur certains titres, etc. Et on aura peut-être de l'actualité intéressante à ce moment-là. Donc, ça dépend vraiment de notre actualité. Si on a plus du côté Taifu, c'est Taifu qu'on met en avant. Si on a plus de côté Ototo faible, ça va être... Ouais, vous gérez c'est ça. Et en fonction des années... du stand, en fonction des grosses actus, quoi. C'est ça. Et c'est vrai que Ototo, on va dire, ça a été une grosse période pour nous de 2017 à 2020-2021. Et là, depuis 1 an, 2 ans, Taifu Comics a des qualités, des atouts et des titres qui sont fortement plébiscités à mettre en avant. Et c'est pour ça que ce sera peut-être l'occasion de mettre des titres Taifu. Et vous avez souvent des auteurs aussi? Alors, ça fait depuis la pandémie, on n'a pas eu d'auteurs et d'autrices qui sont venus. Non, on n'a pas eu. Même parce que vous avez eu souvent des auteurs européens ou... Ça commence à dater maintenant. Ça. Ah oui, c'était avant la pandémie? C'était avant. Ça marche bien, ça. Oui, c'est très important d'avoir des auteurs. Et on est quand même en discussion et voir ce qu'on peut faire effectivement à ce niveau-là. Là, on a un peu eu malchance sur ce mois-ci où on avait un autre salon où on a voulu faire venir une autrice qui a eu un souci de visa. Oui, ça c'est radical. Ça, forcément, c'est compliqué. Donc, on essaie de s'y prendre bien en amont pour voir ce qu'on va pouvoir proposer. Mais voilà, sûrement des choses à venir en tout cas. Ok, donc voilà, c'est une volonté vraiment de ramener pour vous des auteurs. Et je voulais vous te demander comment vous avez ressenti un petit peu ce retour à Japan Expo là, après le Covid, les 2 ans où il n'y a pas eu d'édition, quand vous êtes revenu avec tout le monde avec Japan Expo. C'est en ligne. Souffle dans l'oreillette que ce serait 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. En vous ligne. pouvez y aller. Allez-y, mais réponds quand même à la question, si tu veux bien. Toi, comment tu l'as ressenti, ce côté-là Oui. Alors, l'année dernière, donc... je vois des signes qui sont faits. Non, c'est bon. Non, lol. Ça marche pas. C'est bon, ça marche. Pas une question de DNS, mais... Oui, ça se répand, mais ça marche. Je répète, les loups sont lâchés dans la nature. Je répète, les loups sont lâchés dans la nature. Ça fonctionne. Mais je pense qu'on le corbeau arrive. On va faire venir Blue Chibidino à la prochaine émission pour qu'elle raconte comment s'est passée cette mise en ligne. Elle qui déteste absolument passer à l'antenne, je pense qu'elle va être ravie de faire le SAV. Voilà. On a aussi en ligne les offres on tour qui sont des offres packagées qui incluent du car et de l'hôtel. Et c'est aussi, regardez bien toutes les offres parce que c'est aussi une solution parfois pour ceux qui ne trouvent pas d'hôtel à des prix raisonnables aux alentours du parc parce que malheureusement on a un joli effet Jeux Olympiques. Ils vont chercher des hôtels un petit peu plus loin. Donc, il y a un petit temps de car, mais au moins, c'est organisé. Et ça permet d'avoir des hôtels à des prix qui sont
plus raisonnable. Plus correct. Voilà. Et comme il y a le car qui connecte entre l'hôtel et le parc, il n'y a pas de problème d'accessibilité. Ce sont des très très bonnes options. Je sais que les offres sont en ligne en même temps et que là, il n'y a pas de problème de TNS. Donc, si vous voulez aller voir, je suis sûr qu'on va vous mettre les liens dans le chat. On l'a déjà mis, de toute façon, vous les avez et on va vous les remettre si besoin. Voilà. La preuve que c'est actif. Voilà. Personne n'est perdu avec tous ces billets, tous les fans, tout ça sont parfaitement au courant de comment ça se passe. C'est marrant, t'es en train de nous projeter le truc pour montrer que ça marche pas, c'est ça, Alex? C'est ça. Mais si, il a montré que ça marchait, il a montré la page qui marchait. Bah, moi j'ai la page qui marche, mais celle qu'il a montrée, c'est celle qui marchait pas. Il a montré. Ah bon? Vas-y, remontre. Bref. Non, toi, il y a marqué 2023 dans ton truc, donc c'est pas bon. Là, non, mais ça, c'est autour, ça, en fait. C'est celle d'à côté qu'il faut que c'est l'onglet d'à côté, mais c'est pas grave. Moi, sur mon téléphone, ça marche bien. Sur l'ordinateur là-bas, ça marche bien. Et il y a dans le chat, je vois que ça marche. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Tout est bon. Voilà, là, ça marche. C'est mieux. Tout est bon, les amis. Vous pouvez y aller. Foncez. C'est maintenant. Les billets, pourquoi Attends, il n'y a plus de jeudi. Il y a plus de jeudi. C'est vrai? Je sais pas. Non, ils sont là. C'est juste, c'est pas dans l'ordre. D'accord. Bah voilà, c'est comme ça qu'on peut perdre un peu. Après, on les vend au fur et à mesure, les billets. Donc là, on en a parlé, parce qu'on a parlé de tout, histoire d'occuper le temps. Mais ça arrive par palier. Donc du coup, ça évite aux gens de trop se mélanger. Puis après, in fine, il y a beaucoup d'informations. Il faut bien lire sur le site. Et en général, on s'y retrouve. Il y a parfois des gens qui se mélangent entre salons. Ça, c'est plus compliqué. Ouais. C'est pas au même endroit. J'ai un monsieur à Marseille l'année dernière qui est arrivé en disant je comprends pas, mon billet ne marche pas, etc. Alors tout le monde était un peu en panique. Puis j'arrive, je fais samedi 13 juillet. Bon, on est au mois de février, c'est dommage, monsieur. Faites bien attention, lisez bien. J'ai aussi des gens qui venaient à Japan. Ça se passe moins parce qu'ils sont plus en même temps, mais il y en a qui achetaient pour Marseille des billets Japan Tour Festival. Et là, évidemment, ils sont très malheureux. Ouais, on a des billets pour les concurrents. Et effectivement. Bon, en tout cas, voilà. Le principal, c'est que ça marche, c'est en ligne, c'est disponible. Foncez prendre vos billets, ils sont moins 40%, donc ça en vaut la peine. Ça fonctionne maintenant. Hein. Et évidemment, on s'excuse pour les petits délais. Oui, on a fait un décompte. pour les petits délais d'attente. Je vous propose qu'on fasse gagner peut-être les plus Anima, si vous voulez bien. Du coup, dans le chat, pour participer, on fait gagner à 3 personnes différentes. Les 2 premiers tomes, excusez-moi, de plus Anima. Pour participer, c'est simple. Il faut taper dans le chat Anima. Anima, tout simplement. A-N-I-M-A. Anima. Et on va tirer au sort d'ici quelques minutes, juste après les annonces, si vous voulez bien, pour voir qui sont les gagnants. Et par rapport à la question sur les billets on tour, c'est l'onglet d'à côté. En fait, vous avez la billetterie générale du festival et à côté, il y a une billetterie on tour. C'est ça. On continue tout de même l'émission, excusez-moi, avec les annonces de la soirée. C'est parti, et jingle. On est parti pour les annonces de la semaine. On va parler de calendrier de l'Avent parce qu'on en avait parlé il y a quelques semaines. On va parler de Japan Expo Marseille et évidemment de Japan Expo Paris. Comme ça, il y aura un petit peu pour tout le monde. Tout d'abord, le calendrier de l'Avent. On arrive en décembre très bientôt. C'est parce que la dernière fois, on voulait vous montrer l'image, mais on ne l'a pas eu. Et elle a été prête genre le lendemain. Donc, on était un peu dégoûtés. Donc, on voulait vous montrer le calendrier de l'Avent qui, évidemment, va commencer le premier. Bravo. J'espère. Non, on va leur redemander parce que du coup, là, on va plus faire de décompte. C'est fini, ça. Et du coup, en fait, chaque jour ouvre un cadeau, évidemment. Et le 24, il y a la montagne de cadeaux qui reprend la plupart des cadeaux des jours précédents. Il y aura différentes modalités de participation via les réseaux sociaux. Et tous les partenaires se sont décidés assez tôt cette année. Donc, du coup, on sait exactement quoi gagner quel jour. Et on communiquera très, très bientôt sur tous ces magnifiques cadeaux.
Et je crois que tu avais un petit. On a déjà, on sait qu'on va avoir quelques peluches Stibidino à gagner, mais pour les jours où ça sera les jours. Mais il y a des jeux vidéo, il y a des mangas, il y a des figurines, il y a des. Enfin, je crois même qu'il y a à manger. Mais du coup, il y en a vraiment et beaucoup. Le 24. Et le 24, il y a tout. Tous les cadeaux qu'il y a eu. Voilà, du 1 au 23, pour celui du 24. Il y a quelques petites variations parce qu'on ne peut pas toujours tout faire en double, mais en gros, chaque partenaire donne pour un jour plus la montagne. Donc voilà. Et tout à l'heure, on nous disait en régie qu'en plus, Murasaki offrait un dîner avec toi, je crois. Ah bon, peut-être. Pour le 25. Je suis pas au courant. Non, c'est pas ça. mais par contre, je serai dans l'avion malheureusement. Mais c'est le gagnant qui doit t'inviter. C'est allez, la particularité du. Mais on sait que ça marche comme ça. Hein. C'est bon. Effectivement. Donc, chaque jour, il y aura grosso modo une question, un concours. Voilà, un concours. Gagner un produit, un cadeau. Et il y a des très gros cadeaux, des très beaux cadeaux. C'est vraiment Noël avant Noël. Hein. Ça se passe sur les réseaux sociaux de Japan Expo. Yep. Donc voilà, on vous recommande chaudement d'y aller et de vous abonner pour ne pas louper tous ces cadeaux. On continue, on va du côté de Marseille si vous voulez bien. Et on a quelques invités annoncés ce soir. Et on l'a vu dans le chat, notre ami influenceur marseillais, Ed Le Fou. Est-ce qu'il est encore là? Oh, bonsoir, c'est le sensei. Et notamment, on est en train de travailler avec lui pour continuer dans notre hommage à Terasawa Buichi qui nous a quittés en septembre, en préparant une conférence sur le maître. Parce que Ed est un grand fan de Terasawa et en ce moment on est en train de voir qui interviendra avec lui sur scène pour ce petit hommage. Eh bien écoutez, on pourra retrouver Ed Le Fou. Et il est assez passionnant sur scène, donc allez voir. Et si vous ne connaissez pas, il vous parle de manga, de ses lectures manga, de découvertes manga, parfois avec d'autres influenceurs justement. Et si vous vous ennuyez entre deux Twitch Japan Expo, n'hésitez pas à vous inscrire sur ces réseaux sociaux. C'est chaîne YouTube. Hein. C'est ça. Il est dans le chat en tout cas, n'hésitez pas à lui faire un petit coucou. Mets un lien. Et mets un lien, n'hésite pas. On continue avec l'invité suivant. Alors, il est un petit peu plus connu que Ed. À peine. On a le plaisir d'avoir un autre influenceur à vous annoncer ce soir, puisque Sifano sera de l'aventure marseillaise. Il a arrêté de jouer à Zelda. Et maintenant, il va pouvoir. Vous pourrez lui demander ce qu'il pense du film Zelda, du coup, directement à Marseille, à Japan Expo. Il sera là tous les jours, du coup. Alors, pour l'instant, dans mes souvenirs, sauf un empêchement de dernière minute, il sera là les 3 jours sur le festival. Je pense que la plupart des gens connaissent Sifano. Et nous, on est des papis de l'organisation de convention. Lui, c'est un papy du web. Il est là depuis tellement longtemps aussi. Du coup, ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens comme ça qui perdurent dans le temps et qu'on peut les recevoir. Et que quand ils sont là, ils ont toujours des fans qui viennent après eux. Très bien. On continue avec la Star Hill Team. Ouais, nos amis spécialistes de diorama, de construction de décors pour figurines, et qui en plus sont souvent de la région, nous font le plaisir de revenir pour animer un très bel espace qu'on devrait agrandir cette année. Et en plus, la Star Hill Team, ils font des ateliers. Ils font toujours l'initiation, là. Les initiations, découvertes, etc. Bien. En plus, c'est très sympa parce que vous pouvez repartir avec ce que vous avez fait et vous gagnez en plus des cadeaux, puisque vous gagnez notamment au moins quelques billets gènes pour pouvoir aller au point d'animation, les échanger contre des lots. Voilà. Donc, et ils sont là les 3 jours dans la joie et la bonne humeur et le talent surtout, parce que c'est impressionnant. C'est hyper sympa. Ils mettent en scène en fait les figurines et ils vous apprennent à le faire parce qu'il y a des choses qui paraissent hyper compliquées. En fait, quand on sait faire, il y a moyen. Donc, ça doit pouvoir lancer des vocations. Très bien. On reste du côté des stands, cette fois-ci des stands de loisirs. Voilà. Allez voir sur le site japan-expo-sud.com. C'est en ligne, n'est-ce pas? Oui, la liste des exposants, parce qu'en fait, on parle de tout ça, mais les exposants, l'aventure pour les stands de loisirs a commencé il y a quelques semaines déjà, je crois que c'était peut-être même en octobre. Oh, ça doit être un petit et du coup, on a pu faire une première mise en ligne de tous ceux qui nous font le plaisir de nous rejoindre. Il y a 49 stands amateurs et 31 stands passion. Donc voilà, vous pouvez aller voir directement qui est là. Le lien est dans le chat. Parfait.
Et pour tous les autres stands, ça va arriver petit à petit, que ce soit les stands professionnels, les stands de programmation, on vous tient au courant. Et il y a du monde, donc ça va être bien sympa. On remonte tranquillement sur Paris pour la prochaine édition. Avant, je voulais juste préciser, parce qu'il y a quand même, on l'a dit aux autres émissions, mais il y a des gens qui n'ont peut-être pas assisté aux précédentes émissions. On est sur un dispositif à Marseille avec un agrandissement, puisque effectivement, on va récupérer la totalité du hall 1 pour y mettre la scène Ichigo. Et donc, du coup, effectivement, on fait un peu plus de place aux stands, et notamment les stands de jeux vidéo, les stands de Amazing, etc. vont avoir l'occasion d'avoir plus de place pour vous accueillir. Et si vous voulez vous rendre compte, il y a le plan sur le site. C'est un plan encore simplifié, parce qu'on ne sait pas exactement où va être quoi pile poil, mais au moins, ça vous donne une idée un petit peu de cette nouvelle disposition. Très bien. On retourne du coup sur Paris avec un premier invité qu'on va annoncer, pas des moindres. Vous savez très bien, je pense, pour ceux qui suivent les émissions, il y a un thème déjà pour ces éditions de Japan Expo. François, est-ce que tu peux nous le rappeler? Monstres et créatures fantastiques. Et je crois que c'est les 70 ans d'un certain monstre un peu connu. Pas d'un certain monstre, de The Monstre. Ouais, le père de Chibi-No. Voilà, ou son grand-père. 70 ans. Bon, le plus connu des monstres japonais, je pense, Godzilla. Ouais. Effectivement, le premier film date de 1954. Et donc, on est en train de travailler avec Toho, le producteur historique de la licence, qui va sortir d'ailleurs en décembre. Godzilla Minus One en France. Alors j'ai vu en plus qu'il fallait pas le louper, parce que il va être 2 jours au cinéma. Uniquement le 7 et le 8, parce que a priori ils vont le diffuser dans des trucs genre 3D, IMAX et compagnie. Et du coup, Pathé, le distributeur français, a annoncé là que Godzilla Minus One, donc le tout nouveau film qui a été fait pour célébrer les 70 ans de la licence, ne sera disponible en France que 2 jours, le 7 et le 8 décembre. Et comme je suis au Japon, je suis on ira le voir en japonais. Alors, il est plus... Ah si, il doit être encore diffusé, il est sorti qu'en novembre. Voilà, mais c'est vrai que pour ceux qui aiment, parce que bon, il y a eu les itérations américaines dernièrement, avec des très bons films d'ailleurs, Godzilla... Mais c'est plus d'action. Là, on retrouve vraiment la patte japonaise. C'est vraiment un hommage au premier film, en plus, au premier avec un S, film. Donc j'encourage tout le monde à aller les voir. J'espère que du coup peut-être les distributeurs changeront d'avis et le laisseront un peu plus pour que, par exemple, pour les gens qui reviendraient début janvier, on puisse aller le voir. Sinon, il faut qu'on se débrouille pour le diffuser chez nous comme ça. Voilà. Enfin non, on n'aura jamais le temps d'aller le voir. Mais quel drame. Et donc dans le cadre de ça, on a le plaisir d'accueillir Yuji Kaida, qu'on avait déjà vu en 2022 chez nous, mais qui était un peu un invité de dernière minute. On n'avait pas forcément eu le temps de faire tout ce qu'on voulait avec lui. Et là, on s'est dit, parce que M. Kaida était vraiment très heureux de sa visite et très sympathique, on s'est dit qu'il fallait qu'il revienne. Et comme ça se voit à l'écran, c'est le peintre illustrateur de Godzilla. Oui, c'est ça. Là, Godzilla, donc c'est ce fameux personnage qui se transforme. Je n'étais pas à la réunion de ce matin pour le choix des images, mais je pense qu'il y a un petit souci de casting. Effectivement, il a fait aussi du Ultraman, mais là, on va surtout parler avec lui de Godzilla. On est en train de travailler sur la mise en place, on espère, d'une exposition. Et il devrait y avoir plein de surprises, plein de choses autour de sa venue, dans Japan Expo, sans doute hors de Japan Expo, parce que 70 ans de Godzilla, ça se fête en grand. Et on a vu qu'il avait fait Ultraman aussi, mais il a fait des illustrations de Gundam, il a fait des tonnes de choses, ce monsieur, il a fait du Evangelion, enfin voilà, et c'est vraiment quelqu'un de passionnant pour ceux qui ne l'ont pas découvert en 2022 ou qui ne le connaissent pas, ça sera l'occasion de le rencontrer, et franchement, c'est top. Et dans les petites anecdotes, au Japon, souvent, ils redessinent les affiches, on n'utilise pas les affiches telles que, et c'est lui qui a fait par exemple l'affiche de Ready Player One. Qui est quand même aussi un hommage à la pop culture japonaise dans pas mal de clins d'œil. C'est clair. Et plus. Yuji Kaida sera donc présent à Japan Expo Paris. On rappelle les dates de Japan Expo Paris et de Marseille aussi au passage. Alors Japan Expo Paris, du 11 au 14 juillet 2024. Et Japan Expo à Marseille, c'est du 8 au 10 mars 2024 aussi.
C'est ça. Et juste parce que je vois, il y a des gens qui disent RIP les billets, c'est RIP. Si y a des RIP, je sais pas, j'arrive pas à suivre là, mais il y a la suite qui se met en route. Vous avez des billets, il n'y aura pas de billets. Le tarif Jonin, donc la réduction de moins de 40% sur les 4 jours, a priori, ils ont tous été réservés. Donc en ce moment, c'est simplement que les gens sont en train de finaliser le processus d'achat. C'est pour ça que c'est marqué temporairement indisponible. Et quand ils auront tous été validés, puisque les gens auront acheté des billets, effectivement, ils deviendront épuisés et ça activera la session d'après. Mais voilà, pas de panique. Pourtant, on en a mis 2 fois plus que l'année dernière en vente, parce qu'on s'est dit qu'il fallait... Vous pensez que l'année Paris 2024 va être encore... Ça va être une année un peu bizarre, parce que à la fois, on prépare pas mal de belles choses, et à la fois, il y a les Jeux Olympiques qui inquiètent un peu tout le monde. Donc, on cherche des solutions, type ce qu'on disait sur On Tour, dans la préparation de l'accueil des visiteurs, dans... tout ce qu'on peut faire de lobbying, d'information, histoire d'atténuer l'effet JO. Mais on a les locaux, on a les prestataires. Voilà, on aura quelques exposants. Tout à fait. Voilà, des guests. Des guests et tout ça, parce qu'on en a déjà, et on en a d'autres qui se préparent. Donc, non, ça sent... Ça sera une belle année. Ça sent bon. Très bien. Mais un peu compliqué. Voilà, complexifié. Je sais pas, on est le 14 juillet aussi, donc voilà. Il y aura le défilé. Il y aura le 14 juillet la finale de la Coupe d'Europe de foot, où j'espère que la France sera personnellement, mais professionnellement, pas du tout. Oui, ça nous arrangerait. Parce que sinon, le dimanche soir, le démontage, ça va être compliqué. Parce que quand il y a des coupes de foot comme ça, généralement, ils démontent pas les stands, ils regardent le match de foot et ils commencent à démonter après. Mais c'est long, un match de foot, on se rend pas compte comme ça. Hein. Mais clair. Tous les ans, il y a quelque chose. C'est l'aventure, c'est l'aventure événementielle. C'est clair. On a les gagnants, les 3 gagnants pour Plus Anima. Donc c'est Azer MSBY, Ultraru 72 et Noise 667. Voilà, vous êtes les 3 gagnants des 2 premiers tomes de Plus Anima. Et on espère que vous allez apprécier votre lecture et que vous allez continuer la série, parce que franchement, je pense que ça va vous plaire et ça plaira au plus grand nombre. Donc voilà, si vous n'avez pas gagné, le bouquin, le premier tome est disponible en librairie et le second arrive en décembre, le 8 décembre. Voilà. Oui. Donc ruez-vous chez votre libraire et s'il ne l'a pas, demandez-lui de le commander. C'est ça. Avant de terminer l'émission, vous partez au Japon dans quelques jours. Dans très bientôt. Très bientôt. Voilà. 13 jours. Est-ce qu'il y a des choses peut-être qui se profilent, qu'est-ce qui se passe au Japon, en dehors des rendez-vous, des nombreux rendez-vous que vous avez, on imagine, pour le Japan Expo? On va essayer de vous faire vivre un petit peu le voyage aussi en faisant des vidéos, un peu journal de bord, vlog. On a été convaincus par tous les gens que vous ne voyez pas que c'était très intéressant, et certains que vous voyez quand même, que ça valait le coup de vous montrer un petit peu ce qui se passait au Japon. Et donc, on va essayer de vlogger notre vie tokyoïte, histoire que vous voyez un petit peu les coins dans lesquels on va, le genre de rendez-vous qu'on fait, quand on aura le droit de le montrer, parce que ça c'est pas toujours évident. Mais du coup, s'il y a des choses que vous avez envie de voir en particulier, il ne faut pas hésiter à nous le dire, parce que là, c'est open, quoi. On n'a pas encore prédéfini tout ce qu'on voulait montrer, donc n'hésitez pas à nous dire. Akihabara, voilà. Je crois qu'il y a un monsieur qui connaît un petit peu le quartier. Mr. Before. Oui, bonjour. Guide à 16 heures perdues vous présente les bons plans de Akiba. On peut faire ce genre de vidéos. Si c'est des choses qui vous font plaisir, eh ben on essaiera de le faire au mieux. Il se pourrait même également qu'il y ait des petits en route pour le Japan Expo qui soient tournés au Japon et qu'on vous ramène des beaux invités. Le temps était un petit peu long de se dire que là, on n'en aurait pas avant. C'est ça, 2024. Tout un mois en vous laissant seul. Non, on ne peut pas se le permettre pour vous. On essaiera du coup de vous ramener de belles images du pays du soleil levant. Peut-être que certains n'y sont jamais allés. Peut-être que certains voudraient y retourner. On va essayer de vous ramener un petit peu du Japon. C'est aussi un petit peu votre métier. Finalement, Japan Expo, c'est ramener un petit peu du Japon en France. Là, on va aussi un petit peu vous ramener, vous, un petit peu au Japon. Voilà, avec nous dans la valise, sous forme d'une petite caméra. C'est ça. Donc voilà, n'hésitez pas à rester connectés sur les différents
réseaux sociaux. J'ai loupé un petit bout de l'émission, du coup on a fait les questions-réponses ou pas? Non. Ah, et on n'a plus le temps du coup. Et on n'a plus le temps. Ah là. C'est dommage. Petite question là. Ça me manque, question. Pour la prochaine, on essaiera de faire cela. C'est toi qui es trop bavard en fait. Non, je crois pas. C'était Louis-Baptiste qui était trop. Ouais, c'est ça. Non plus. Non, je pense que c'est le collectif. Je crois que c'est la billetterie qui était un petit peu bavarde. Merci beaucoup Louis-Baptiste d'être passé nous voir ce soir. C'était super intéressant. On espère que tu as passé un bon moment avec nous. C'était super. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et j'espère que j'ai pu un peu expliquer ce que j'avais dans la tête et ce qui se passe quand on fait des licences. Tu l'as très bien expliqué et c'était super intéressant. Et encore une fois, si vous avez loupé peut-être une partie de l'émission, elle sera disponible sur YouTube, sur Spotify et compagnie. Si vous voulez réécouter la partie sur Louis-Baptiste, n'hésitez pas. Et encore merci à toi. Merci. Et on remonte les plus Anima parce que bon, déjà, évidemment. Ils sortent. Il y en a un qui est sorti, l'autre qui est déjà sorti, le tome 1 qui est déjà disponible et le tome 2 qui arrive début décembre. Et il y a 3 personnes qui l'ont gagné, c'est ça? C'est ça, il y a 3 personnes qui ont gagné les 2 volumes. Et merci pour le cadeau que vous avez fait à la communauté. En décembre. Il faudra qu'on refasse une réunion. Une émission avec un petit peu plus de place aux questions-réponses parce que là, du coup... Voilà, réaction sur plus Anima. C'est le lag. C'est le lag. Comment depuis le début? Alors, plus Allez, on recommence. De quoi ça parle alors? Est-ce que c'était ça? Et du coup, qu'on fasse une émission où on donnera un petit peu plus de place au Q&A parce que là, ce soir, on vous a un peu spolié. C'était pas volontaire du tout. Donc, vous inquiétez pas. On ne vous oublie pas. N'oubliez pas de follow les réseaux sociaux de Japan Expo, le YouTube, Spotify et compagnie, la chaîne Twitch pour ne pas louper les prochains lives. Et il pourrait y en avoir au Japon. Donc voilà, restez bien connectés pendant cette période-là. Il y a un Japan Expo Memories également, le 29 novembre. Donc voilà, la chaîne continue à rester active. Restez bien jusqu'au bout. Et surtout, si on doit parler de tout ce qu'on va montrer quand on sera au Japon, là pour l'instant, on n'a pas encore de date parce que c'est pas fixé. Évidemment. Donc suivez bien pour qu'on vous redonne tous les détails pour ne rien louper. Mais écoutez, on arrive sur la fin. Tranquillement. Est-ce que vous avez peut-être un dernier mot à dire aux spectateurs avant de partir pour le pays du soleil levant dans 2 semaines? On tourne, il y a un onglet à côté. Voilà. C'est le dernier mot. Merci. Merci Thomas. Merci Jean-François. Merci Louis-Baptiste. Merci beaucoup. Merci Louis-Baptiste. Merci à vous. Et on vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine. Et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao. À très bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.